Dans ce monde, chaque personne reçoit une classe lorsqu'elle atteint sa majorité. Et cette classe peut déterminer presque tout son avenir. Certains se voient accorder la force des épéistes, d'autres deviennent mages. Et pour certains, dès l'instant où leur fenêtre de statut apparaît, tout le monde sait déjà qu'un avenir radieux les attend. Mais il y a aussi ceux dont la vie s'effondre tout au fond, simplement parce qu'ils reçoivent une classe méprisée par la société. Et le chevalier lourd fait partie de ces classes. Le nom paraît impressionnant. Armure lourde, défense élevée, un guerrier dressé devant ses alliés comme un mur d'acier. Mais aux yeux du monde, cette classe n'est traitée que comme un fardeau ambulant. La raison est simple. La puissance d'attaque du chevalier lourd est bien trop faible. Ses dégâts sont si dérisoires qu'il est presque impossible de monter en niveau seul en combattant des monstres. En même temps, sa capacité défensive n'est pas aussi valorisée que celle des autres classes de tank ou de défense. À cause de cela, dans ce monde, quiconque reçoit la classe de chevalier lourd est considéré comme inutile dès le départ. Mais l'ironie, c'est que cette classe, moquée par presque tout le monde, est sur le point de tomber entre les mains de quelqu'un qui en comprend la véritable valeur mieux que quiconque. Cette personne, c'est Elma. Il est le fils de la famille Edvone, une maison prestigieuse connue pour avoir produit des saints de l'épée pendant des générations. Depuis son plus jeune âge, Elma était considérée comme le futur héritier de la famille. Ainsi, lors de la cérémonie de bénédiction appelée baptisma, son père était presque certain que son fils recevrait la bénédiction du dieu de l'épée, et deviendrait un véritable saint de l'épée. Pour une famille qui plaçait l'honneur au-dessus de tout, une classe n'était pas seulement une aptitude personnelle, c'était aussi la preuve de la valeur de leur lignée. Cela signifiait que la cérémonie de bénédiction d'Elma n'était pas un simple rituel de passage à l'âge adulte. C'était le moment qui déciderait s'il était digne d'hériter de la famille Edvone. Mais à l'instant où la cérémonie commença, quelque chose d'étrange se produisit. Les souvenirs de la vie antérieure d'Elma s'éveillèrent soudainement. Il se rappela qu'il avait autrefois vécu dans un autre monde. Et le monde dans lequel il vivait désormais ressemblait presque exactement à un jeu en ligne en VR dont il avait jadis été obsédé. Magic World. Pour une personne ordinaire, se souvenir brusquement d'une vie antérieure aurait pu suffire à plonger l'esprit dans le chaos. Mais la première réaction d'Elma fut exactement celle qu'on attendrait d'un joueur chevronné. Si ce monde ressemblait vraiment à Magic World, alors le système de classe, la fenêtre de statut, l'arbre de compétences, la répartition des points de caractéristiques, et même les stratégies de construction de personnages, pourraient tous être exploités à son avantage. Dans Magic World, il existait de nombreuses classes qui paraissaient extrêmement faibles au début. Mais si un joueur savait répartir ses points correctement, ces classes pouvaient devenir complètement démesurées par la suite. Pour cette raison, Elma commença à espérer. Peut-être que cette fois, il recevrait une classe extrêmement rare. Un pouvoir qui lui permettrait d'utiliser toute sa connaissance du jeu pour dominer ce nouveau monde. Mais la vraie vie ne récompense pas toujours les joueurs aussi facilement. La fenêtre de statut apparut. Elma n'était que niveau 1. Ses PV étaient de 10 sur 10, ses PM de 4 sur 4, son attaque valait 3, sa défense valait 3, sa magie valait 5, et son agilité valait 3. À première vue, aucune de ces caractéristiques ne semblait spéciale. Et surtout, la classe que le système lui avait accordée était chevalier lourd, la classe même que le monde entier jugeait sans valeur. Comme les souvenirs de ces deux vies venaient tout juste de se mêler, Elma dit accidentellement à son père qu'il avait reçu la classe de saint de l'épée. Cette déclaration éveilla immédiatement les soupçons de son père. Il exigea de voir la véritable fenêtre de statut d'Elma. Et lorsque la vérité fut révélée, toutes les attentes s'effondrèrent en un instant. Il n'y avait aucun saint de l'épée. Il n'y avait qu'un chevalier lourd de niveau 1, avec des caractéristiques de départ que tous jugeaient épouvantables. Le père d'Elma entra dans une rage folle. Pour lui, ce n'était pas simplement un mauvais résultat, c'était une honte pour toute la famille Edvone. Une prestigieuse famille de saints de l'épée avait produit un héritier doté d'une classe méprisée par le monde entier. Elma tenta d'expliquer que le chevalier lourd possédait un potentiel défensif extrêmement élevé, en particulier en matière de PV et de résistance. Mais aux yeux de ce monde, une défense solide ne valait rien si l'on ne pouvait pas infliger de dégâts. Ici, les gens ne valorisaient que les classes capables de frapper fort, de tuer les monstres rapidement et de monter en niveau facilement. Les classes qui exigeaient une compréhension des mécaniques, une répartition précise des compétences et un développement à long terme, étaient traitées comme des produits défectueux. En d'autres termes, le chevalier lourd n'était pas véritablement inutile. C'était simplement que ce monde manquait des connaissances nécessaires pour comprendre comment s'en servir. Mais le raisonnement d'Elma ne comptait pour rien à cet instant. Son père ne voulait entendre aucune analyse. Tout ce qu'il voyait, c'était un fils qui n'avait pas répondu à ses attentes. Et ainsi, Elma fut battue, insultée et traitée comme une tache sur le nom de la famille. Mais la tragédie ne s'arrêta pas là. Juste après Elma, Malice, une jeune fille issue d'une branche cadette de la lignée Edvone, s'avança pour recevoir sa bénédiction. Contrairement à Elma, Malice reçut la classe de saint de l'épée. C'était exactement ce que le père d'Elma avait espéré. C'était le symbole de la puissance de la famille. Et c'était la classe qui changea le statut de Malice en un instant. Le père d'Elma adopta immédiatement Malice comme sa fille officielle. Il fit d'elle la nouvelle héritière de la famille Edvone. Quant à Elma, le garçon initialement destiné à tout hériter,
il fut démis de sa position sur le champ. Tout se produisit avec une cruelle rapidité. Quelques minutes plus tôt, il était le jeune maître dont tous attendaient de grandes choses. Quelques minutes plus tard, il était devenu un étranger indésirable. Non pas parce qu'il avait trahi quelqu'un, non pas parce qu'il avait mal agi, mais simplement parce que sa fenêtre de statut affichait une classe que la société refusait d'accepter. Le père d'Elma ne se contenta pas de le priver de son héritage. Il lui interdit également d'utiliser le nom Edvon. Si Elma osait un jour reparaître devant la famille, son père menaça même de lui ôter la vie. Et ainsi, par une nuit pluvieuse, Elma fut chassée du manoir. Il n'avait plus de famille, il n'avait plus de statut noble, il n'avait plus sa position d'héritier. Tout ce qu'il reçut fut une petite bourse d'argent, glissée en secret par un serviteur. Un dernier geste de pitié pour le jeune maître abandonné. De quelqu'un préparé à hériter d'une famille de saints de l'épée, Elma devint officiellement un exilé. En termes de jeu, c'était comme créer un nouveau personnage et se faire expulser de la maison principale immédiatement. Aucun nom de famille, aucun héritage. Et un inventaire de départ si pauvre qu'il en devenait presque tragique. Mais Elma ne s'effondra pas, car il connaissait une vérité que ni la famille Edvon ni ce monde ne comprenaient. Le chevalier lourd n'était pas inutile. Il n'était inutile qu'entre les mains de gens qui ne comprenaient pas son fonctionnement. Et pour quelqu'un qui avait entièrement maîtrisé Magic World comme Elma, cette classe pourrait bien devenir la voie la plus puissante pour renverser son destin. Après avoir quitté sa famille, Elma se rendit dans la ville de Rondarme. Là, il comprit rapidement que les préjugés envers les classes n'existaient pas seulement au sein de la maison Edvon. Ils étaient profondément enracinés dans la société elle-même. Les groupes d'aventuriers privilégiaient les personnes dotées de classes offensives puissantes, ceux qui pouvaient attaquer vite, ceux qui pouvaient infliger des dégâts visibles. Les classes jugées difficiles à utiliser, ou dépourvues de dégâts directs, n'avaient presque aucune place. Cela devint évident à travers Luce, une jeune fille en costume de clown, à qui ses coéquipiers reprochaient de ne pas gêner la mission. Rien qu'en observant la manière dont Luce était traitée, Elma comprit immédiatement une chose. Dans ce monde, les personnes affublées de classes méprisées étaient toutes forcées d'endurer le même genre de mépris qu'il venait lui-même de subir. Pour Elma, cette scène prouvait encore autre chose. La mentalité de combat de ce monde était erronée dès ses fondations. Les gens ne regardaient que la puissance immédiate. Ils ignoraient complètement les classes qui exigeaient de la stratégie, de la planification, une répartition adéquate des points et une compréhension plus fine des mécaniques. À l'auberge, Elma rouvrit calmement sa fenêtre système. Il n'était plus le jeune maître de la famille Edvon. Il n'avait plus la protection d'une maison noble. Mais il possédait encore la chose la plus importante. Ses souvenirs de Magic World. Cependant, Elma ne devint pas imprudent. Il découvrit rapidement que ce monde n'était pas totalement identique au jeu d'origine. Son histoire, sa géographie, et même le nom de la ville, Rondarme, présentaient de légères différences avec les données dont il se souvenait. Ce monde ressemblait au jeu, mais il n'était pas le jeu lui-même. Il avait un système. Il avait des classes. Il avait des compétences. Mais il comportait aussi des différences qu'Elma ne pouvait pas encore pleinement comprendre. C'est pourquoi il décida de ne pas agir à la légère. La première chose qu'il devait faire était de revérifier l'arbre de compétences du chevalier lourd. Au niveau 1, Elma disposait de 5 points de compétences initiaux. Chaque fois qu'il gagnerait un niveau, il recevrait un point supplémentaire. L'arbre de compétences était divisé entre les compétences de classe fixe et les compétences aléatoires reçues à la création du personnage. Pour le chevalier lourd, la compétence de classe fixe était le serment d'armure lourde. Aux yeux des gens ordinaires, c'était une compétence difficile à utiliser, et presque inutile si elle n'était pas correctement améliorée. Mais pour Elma, c'était la clé permettant de libérer la véritable puissance de la classe. Au lieu de dépenser ses points dans de simples augmentations de défense ou dans l'escrime de base, Elma investit ses points dans le serment d'armure lourde. Dès que la compétence atteignit le niveau 2, le système débloqua une nouvelle compétence active, forteresse de riposte. Et lorsque le serment d'armure lourde atteignit le niveau 5, Elma obtint un effet passif supplémentaire, défense plus 10. Dès lors, le véritable style de jeu du chevalier lourd commença enfin à se révéler. Il ne s'agissait pas de courir plus vite que les monstres. Il ne s'agissait pas de frapper plus fort qu'eux. Il s'agissait de tenir bon. De bloquer tous les dégâts entrants, puis de transformer la défense elle-même en contre-attaque. Autrement dit, les autres pensaient qu'Elma était un sac de frappe. Mais en réalité, c'était un sac de frappe couvert de points. Quiconque le frappait se blessait le premier. Peu après, Elma rencontra un monstre de niveau 2 appelé Lana. C'était sa première occasion de vérifier si les mécaniques des compétences fonctionnaient comme il s'en souvenait. Lorsque le monstre Lana se rua sur lui pour attaquer, Elma activa forteresse de riposte. L'attaque fut complètement bloquée. Comme Elma ne subit aucun dégât, l'effet de dégâts de riposte s'activa. Il renvoya des dégâts équivalents à sa statistique de défense. En conséquence, le monstre Lana fut détruit au moment même où il l'attaqua. Elma obtint une pierre magique de niveau 2 et atteignit officiellement le niveau 2. Le premier test avait réussi, et ce résultat prouvait que le chevalier lourd n'était pas faible du tout. Il ne combattait simplement pas de la manière que les habitants de ce monde imaginaient. Utilisé comme un épéiste lent, il serait inutile. Utilisé comme un bouclier qui se contente de rester immobile et d'absorber les dégâts,
il serait méprisé. Mais si quelqu'un comprenait correctement la mécanique des dégâts de riposte, cette classe pouvait transformer les attaques de l'ennemi en armes. Immédiatement après, Elma découvrit un aventurier poursuivi par toute une meute de monstres Lana. L'aventurier, paniqué, dit à Elma de retirer son armure et de fuir. À ses yeux, un débutant ne pouvait absolument pas survivre face à autant de monstres. Pour lui, la situation était extrêmement dangereuse. Mais aux yeux d'Elma, tout était déjà clairement calculé. Forteresse de riposte ne fonctionnerait que s'il parvenait à bloquer complètement les attaques de mêlée de l'ennemi. Avec le bonus de sa compétence, sa défense actuelle et son équipement de départ, Elma était convaincue que ces monstres Lana de bas niveau ne pourraient pas percer sa défense. Pour n'importe qui d'autre, c'était une meute terrifiante. Pour Elma, cela ressemblait à un tas de points d'expérience se livrant directement à sa porte. Il chargea droit au milieu de la meute de Lana. Il n'esquiva pas, il ne courut pas, et il n'eut besoin d'aucune compétence d'attaque spectaculaire. Tout ce qu'Elma avait à faire, c'était se placer au bon endroit, activer la bonne compétence, et laisser les monstres se précipiter vers leur propre défaite. À l'instant où les monstres Lana attaquèrent, Forteresse de riposte s'activa. Chaque coup fut bloqué, et dans le même instant, les dégâts renvoyés balayèrent toute la meute. Le combat se termina si vite, que l'aventurier secouru ne comprit même pas ce qui venait de se passer. Un chevalier lourd débutant, d'une classe que tous jugeaient inutile, avait anéanti à lui seul une meute entière de monstres en un clin d'œil. Aucun soutien de groupe, aucune classe offensive puissante, aucune technique tape à l'œil, seulement de la défense et des dégâts renvoyés. Avec cela seul, Elma avait accompli ce que tous croyaient impossible. Après avoir été secouru, l'aventurier lui demanda son nom. Cette question rappela à Elma les paroles de son père. Il lui avait été interdit d'utiliser le nom Edvon. Il n'était plus considéré comme un membre de cette famille. Mais cette fois, Elma n'éprouvait plus ni douleur ni attachement envers son ancienne identité. La famille l'avait rejeté. Désormais, il n'avait plus besoin de vivre dans l'ombre de cette famille. Il n'était plus l'héritier abandonné de la maison Edvon. Il n'était plus le fils raté aux yeux de son père. Et il n'avait pas besoin du titre de saint de l'épée pour prouver sa propre valeur. À partir de cet instant, il avancerait par sa propre force. Et sa nouvelle identité était très simple. Elma, le chevalier lourd. Après avoir anéanti les monstres, Elma reçoit une énorme quantité d'expérience, passant directement du niveau 2 au niveau 8, ainsi qu'un nouveau titre, l'inébranlable. Lorsqu'il ouvre son écran de statut, ses points de vie sont montés à 30, et son attaque comme sa défense ont également connu de solides augmentations. En contemplant ces chiffres familiers, Elma devient encore plus certain que le système de ce monde est une copie parfaite de Magic World. C'est comme un vieux joueur se reconnectant à un compte familier. Un simple coup d'œil à l'interface suffit à savoir quel bouton mène à quelle compétence. Après avoir été sauvé de manière aussi spectaculaire, Arès est à la fois reconnaissant et impatient d'expliquer pourquoi il irait seul. Dans ce monde, un aventurier doit atteindre au moins le niveau 3 par lui-même avant de gagner ne serait-ce qu'un peu de crédibilité. Arès admet qu'il était désespéré de faire ses preuves, et qu'il a sauté l'étape consistant à former un groupe, ce qui a failli faire de lui de la nourriture pour grenouilles. Maintenant qu'il a rencontré Elma, il a l'impression d'avoir trouvé un trésor, et l'invite avec enthousiasme à retourner en ville pour former une équipe, promettant même de convaincre d'autres personnes malgré leurs préjugés contre les chevaliers en armure lourde. Mais Elma répond à tout cet enthousiasme par un refus glacial. Arès est complètement abasourdi, incapable de comprendre pourquoi un joueur purement défensif rejetterait la chance d'avoir des coéquipiers. Dans son esprit, un tank en solo ne pourra jamais monter en niveau correctement, et c'est exactement ainsi que tout le monde pense dans ce monde. Mais la logique intérieure d'Elma est dure et parfaitement claire. Il veut casser le jeu tout seul. S'il voyage avec des coéquipiers, l'expérience sera partagée, le butin sera partagé, et les titres rares ou compétences exclusives n'iront qu'à celui qui porte le coup final. En plus de cela, il ne veut pas perdre de temps à expliquer des builds optimisés à des gens déjà pleins de préjugés. Il ne ferait que demander ce qu'un chevalier en armure lourde pourrait bien accomplir. Bref, Elma raisonne comme un joueur chevronné qui veut farmer son rang seul, le plus efficacement possible. Aucune invitation ne peut le faire changer d'avis. Et plus profondément encore, les ombres de son père et de Malice réapparaissent dans son esprit. Le choc d'avoir été rejeté par sa famille brûle toujours en lui, poussant Elma à devenir invincible le plus vite possible. Il n'a pas le temps de porter des débutants ni de devenir un tank modèle pour qui que ce soit. Son refus glacial est aussi une déclaration silencieuse. Désormais, Elma ne se battra que pour son propre objectif. Par la suite, les fantômes du passé refusent toujours de lâcher Elma. L'image de son père glacial et le sourire de Malice ne cessent de traverser son esprit, comme un rappel qu'il n'a pas le temps de se reposer. Pour débloquer la véritable puissance d'un chevalier en armure lourde, il reste une montagne de travail. Pendant ce temps, Arès continue obstinément de le suivre comme une queue trop fidèle, marchant derrière lui tout en conseillant anxieusement à Elma de ne pas continuer à combattre des grenouilles de bas niveau, disant qu'il devrait viser des cibles plus fortes. Elma ne prend pas la peine de répondre, mais ne le chasse pas non plus, laissant le débutant le suivre avec bien trop d'enthousiasme. Puis le danger que redoutait Arès finit par arriver, sauf qu'il survient bien plus tôt que prévu,
et à un niveau bien supérieur à ce qu'il imaginait. Une araignée magique géante tombe des arbres et attaque avec du feu au moment même où les deux s'arrêtent. Elma ouvre immédiatement le système, l'expression a changé bien que l'ennemi devant lui soit une Ariandipe de niveau 16, 2 fois son niveau actuel de 8. Dans un jeu, voir un boss rouge signifierait généralement qu'il faut fuir. Mais ici, Elma lit ces informations comme s'il consultait un wiki de monstres. La furtivité par les pas du ninja, le poison qui entrave les mouvements, et les crocs ardents de griffes de flammes qui peuvent tuer instantanément s'ils touchent. Le problème central est que Forteresse de Riposte sera inutile si sa défense n'est pas le double de l'attaque de l'ennemi, et à l'écart de niveau actuel, cette condition n'est pas encore réalisable. Voyant le danger, Arès s'avance en tremblant, l'épée à la main, avec l'intention de se sacrifier comme appât pour permettre à Elma de s'échapper. Arès est peut-être faible, mais il a du courage et est prêt à assumer la responsabilité de son erreur. Cependant, Elma l'arrête d'une main et déclare fermement « Ne t'inquiète pas ». Les joueurs chevronnés sont différents, car plus ils sont acculés, plus ils deviennent calmes lorsqu'ils fouillent leur arbre de compétences à la recherche d'un moyen de renverser le combat. Avec les 7 points de compétences gagnés lors de ses récentes montées de niveau, Elma investit tout dans le serment d'armure lourde, et le système débloque aussitôt une nouvelle compétence. Désarmement. Elle n'inflige pas beaucoup de dégâts, mais une fois par minute, elle peut réduire l'attaque de la cible de 20% pendant une minute. Rien qu'à entendre l'effet, on comprend que c'est la pièce parfaite pour permettre à un tank de renverser la situation. Elma n'hésite pas, il provoque l'araignée avec une confiance brûlante et charge. Ariandipe crache du poison. Elma le bloque avec son bouclier, et riposte immédiatement avec désarmement. Le système signale que l'ennemi a perdu 20% de son attaque. Le boss furieux abat griffes de flammes, la fumée et la poussière explosent partout, faisant hurler Arès de peur car il croit qu'Elma a été réduit en cendres. Mais grâce à son armure épaisse et à sa solide défense de base, Elma tient bon. Il ne s'arrête pas là. Tout en esquivant les attaques, il calcule les PM du boss, le jet de poison coûte 7, griffe de flamme coûte 5. Il attend le moment où l'araignée commence à s'essouffler, puis place un second désarmement, portant la réduction totale d'attaque à 40%. Mais cela ne suffit toujours pas à activer Forteresse de Riposte. Et c'est là que le titre L'Inébranlable, obtenu plus tôt dans l'épisode, révèle enfin sa puissance. Lorsque Elma reste immobile, sa défense augmente encore de 10%. D'un côté, l'attaque est profondément réduite, de l'autre, la défense est poussée encore plus haut, et le rapport de force bascule instantanément en faveur d'Elma. Ses yeux s'illuminent, car toutes les conditions sont désormais réunies. L'écart de niveau et de caractéristiques n'a plus d'importance, car le savoir et le calcul ont comblé la différence. Dès l'instant où Forteresse de Riposte devient disponible, Elma sait que le combat est déjà joué. Sans coéquipier, sans buff miraculeux, il peut à lui seul renverser toute la bataille avec l'esprit d'un joueur qui a maîtrisé Magic Word. Une fois Forteresse de Riposte activée, le combat est pratiquement terminé. L'araignée démoniaque Ariandipe se brise complètement, laissant à Elma une quantité massive d'expérience. Il passe du niveau 8 directement au niveau 12 et gagne 4 points de compétences supplémentaires. Il tente de continuer à investir dans le serment d'armure lourde, mais le système signale que la compétence a déjà atteint son plafond actuel de niveau 15. En contrepartie, une nouvelle compétence active est débloquée. Parade. Le nom paraît simple, mais pour un joueur de Magic Word, c'est une pièce défensive essentielle. Et cet événement prouve une fois de plus à Elma que ce monde fonctionne exactement comme le jeu qu'il connaît par cœur. Pendant ce temps, Arès n'a pas autant de chance. Il a été empoisonné par le boss, son visage devient livide. Les deux retournent en ville, puis se séparent. À la tombée de la nuit, Elma ferme les yeux pour un court repos, mais le passé revient sans invitation, le visage glacial de son père et les paroles moqueuses de Malice reviennent comme une épine impossible à retirer. Peut-être que la position de futur chef de famille était trop lourde pour Elimas. Il est clair que monter en niveau ne peut effacer la blessure psychologique. Si tant est, cela ne fait que transformer cette douleur en carburant qui le pousse à avancer encore plus vite. Le lendemain matin, Elma se rend à la guilde des aventuriers de Rondarme pour enregistrer son identité officielle. Dès qu'il entre, ses oreilles sont frappées par des mots comme « déchélant », uniquement à cause de l'étiquette chevalier en armure lourde. Il est classé rang F, le rang le plus bas d'un système allant de S à F. Mais le plus gros problème n'est pas les murmures autour de lui, c'est qu'il a découvert le plafond de niveau du serment d'armure lourde. S'il veut entrer dans un donjon, il doit d'abord monter au rang E. Et pour un joueur, avoir une compétence verrouillée parce que son rang est trop bas est aussi irritant qu'un lag survenant en plein combat. Elma refuse de rester bloqué longtemps. Il ouvre son sac magique, le seul objet chanceux qu'il lui reste après avoir été chassé de sa famille, et en sort l'énorme pierre magique d'Ariandipe. Lorsqu'il la pose sur le comptoir, la réceptionniste manque de laisser tomber ses lunettes. Un bleu de rang F rapportant un butin de ce niveau ne peut signifier que deux choses. Soit c'est un génie, soit il l'a obtenu par un moyen douteux.
Les aventuriers autour de lui choisissent immédiatement la seconde explication et l'accusent bruyamment de tricher. Elma les ignore tous et demande directement la quête de montée de rang. Son attitude est assez froide pour montrer clairement qu'il n'a aucune envie de se justifier auprès d'un monde qu'il a déjà jugé. La scène se déplace ensuite vers un cimetière lugubre en pleine nuit. La quête de montée de rang n'est manifestement pas faite pour les âmes sensibles. Là, Elma rencontre un aventurier chevronné bâti comme un ours, une barbe épaisse couvrant la moitié du visage et une voix de tonnerre. L'homme marche vers lui, incarnant tous les préjugés de la ville, et traite Elma d'imposteur qui ose prétendre avoir vaincu Ariandip au niveau 12 seulement. Sans écouter la moindre explication, l'homme lève le poing pour donner une leçon au bleu à sa façon. Mais ce à quoi il ne s'attend pas, c'est qu'Elma dévie le coup aussi légèrement qu'on chasse de la poussière. Le mouvement n'emploie aucune force brute, seulement la parade nouvellement débloquée qui connaît enfin son premier moment de gloire, laissant l'homme figé, les yeux écarquillés d'incrédulité. La confrontation s'arrête sur cet instant de tension, laissant une question en suspens. Cet homme colossal est-il le dernier obstacle sur la route d'Elma, ou seulement le test d'ouverture d'une mission encore plus rude? Elma n'a aucune intention de poursuivre sa dispute avec Gautan. Il est venu au cimetière pour participer à une mission d'assaut majeure et obtenir la promotion au rang E, pas pour prouver qui est le plus fort dans une confrontation stérile. Des occasions comme celle-ci n'apparaissent pas souvent, et s'il laisse un conflit avec le chef de groupe tout gâché, il pourrait devoir attendre longtemps une autre chance. Après avoir soupçonné la situation, Elma baisse la tête et demande calmement à Gautan de le guider durant la mission. Gautan le déteste toujours visiblement, mais l'attitude respectueuse d'Elma lui donne une raison suffisante de mettre la querelle de côté et de reporter son attention sur l'opération. Gautan ordonne ensuite à Teal de partir en reconnaissance. Le jeune homme en rouge dégaine aussitôt son arme et active détection. Plusieurs anneaux magiques apparaissent autour de la lame avant de se répandre dans l'air, couvrant le cimetière et la forêt au-delà. Elma y reconnaît une compétence de détection extrêmement utile, particulièrement rare chez les aventuriers de bas rang. En quelques instants, Teal identifie une trentaine de monstres rassemblés plus profondément dans la zone. Plusieurs débutants se crispent visiblement à ce chiffre, tandis que Teal gagne encore en assurance. Il considère la réussite de son scan comme la preuve qu'il mérite une promotion, et demande aussitôt à Gautan d'envisager de l'élever au rang E après la mission. Gautan ne promet rien, se contentant de reconnaître le résultat et d'ordonner au groupe d'avancer. Chemin faisant, Teal réalise qu'Elma est l'aventurier dont tout le monde parle à la guilde. Il admet que vaincre Ariandip serait un exploit impressionnant, si l'histoire est vraie. Cependant, ce respect ne change rien à son opinion sur la classe de chevalier lourd. Teal considère toujours le métier d'Elma comme un choix désastreux. Que quelqu'un doté d'une telle capacité de combat soit prisonnier d'une classe que la société juge inutile lui semble un gâchis total. Elma ne se met pas sur la défensive. Il dit simplement qu'il aime sincèrement être un chevalier lourd. Teal suppose qu'il fait seulement semblant d'être satisfait pour dissimuler sa déception. Il dit à Elma de ne pas le gêner pendant la mission, puis reprend sa place dans la formation. Elma observe discrètement l'équipement de Teal, et en conclut qu'il est probablement un mage rouge. Dans Magic World, le mage rouge est une classe polyvalente capable d'utiliser l'épée, la magie offensive, les sorts de soins et diverses compétences de soutien. En apparence, c'est un métier complet et parfait. En réalité, cette polyvalence le rend extrêmement difficile à développer correctement. Les points de compétence doivent être répartis entre plusieurs branches, et chaque aptitude exige des investissements. Sans un build soigneusement planifié, l'utilisateur finit par savoir faire beaucoup de choses sans exceller en aucune. En termes de complexité, le mage rouge peut être encore plus difficile à utiliser efficacement que le chevalier lourd. Pourtant, Elma ne méprise pas Teal. Ce monde n'est pas un jeu, et ses habitants n'ont ni base de données, ni guide de stratégie, ni connaissances accumulées au fil d'innombrables expériences. Dans ces conditions, les classes aux compétences évidentes, aux aptitudes flexibles et à l'utilité immédiate reçoivent naturellement plus de respect qu'une classe comme le chevalier lourd, qui ne devient puissante que lorsque ses mécaniques sont comprises et exploitées correctement, soit rejetée comme sans valeur n'est pas difficile à comprendre. Lorsque le groupe atteint la partie la plus profonde du cimetière, Gautan rassemble tout le monde et révèle la cible principale. Les morts vivants de cette zone sont commandés par une tête de goule. Le nom seul suffit à rendre plusieurs débutants nerveux. Gautan annonce qu'il est un aventurier de rang D et qu'il s'occupera personnellement du chef. Tous les autres doivent se tenir à l'écart du combat principal et se concentrer sur l'élimination des morts vivants plus faibles. Il les prévient également qu'une fois engagé contre la tête de goule, il ne pourra pas faire demi-tour pour secourir quiconque se retrouverait en difficulté. La plupart du groupe suppose que la mission sera simple tant qu'ils garderont leur distance et laisseront Gautan vaincre l'ennemi le plus puissant. Elma, en revanche, ne peut faire confiance à un plan qui repose entièrement sur une seule personne. D'après ses connaissances du jeu, une tête de goule est normalement de niveau 30 environ. Elle ne possède pas beaucoup de capacités offensives particulièrement dangereuses, mais elle peut commander les morts vivants, et créer sans cesse des spectres grâce au souffle des enfers. Cette capacité transforme un monstre lent et simple en une source continue de renfort. Elma estime Gautan aux alentours du niveau 40, ce qui signifie qu'il devrait être capable de dominer la tête de goule en combat direct. Le vrai problème,
c'est que presque tous les autres sont inexpérimentés, peu familiers du combat en formation et totalement dépendants du chef pour leur protection. Après avoir envisagé les issues possibles, Elma estime que la probabilité que tout le monde survive n'est que d'environ 80%. Dans un jeu, cela pourrait être acceptable. Dans ce monde, cependant, il n'y a ni sauvegarde ni seconde tentative après la mort. Les 20% restants représentent des personnes réelles qui pourraient ne jamais rentrer chez elles. Gotan a ordonné à tous d'avancer sans assigner de position ni expliquer comment réagir si le combat évolue. Elma lui demande donc de donner des instructions plus claires. Gotan se met immédiatement en colère, persuadé qu'un bleu de Baran tente de lui apprendre à commander. Elma n'a nullement l'intention de lui voler son autorité. Il admet ouvertement qu'il manque d'expérience en tant qu'aventurier, mais c'est précisément pour cela que le reste du groupe inexpérimenté a besoin de savoir où se placer, comment coopérer, et quoi faire si les morts-vivants attaquent de plusieurs directions à la fois. Teal est visiblement effrayé, mais choisit tout de même de se moquer d'Elma pour gagner l'approbation de Gotan. Il prétend qu'Elma doit être terrifiée, et qu'il supplie le chef de le protéger, contrairement aux hommes plus courageux du groupe. Les autres débutants restent silencieux, alors même qu'Elma est la seule personne à défendre leur sécurité. Leur réaction le frustre, mais il ne peut se résoudre à les abandonner. Gotan annonce froidement que quiconque pense devenir un fardeau est libre de se retirer. Elma cesse de discuter. Il comprend que le chef n'a aucune intention de modifier le plan. À partir de maintenant, si la formation s'effondre, Elma devra protéger les autres lui-même. À l'instant où l'avertissement s'achève, le cimetière se met à trembler. Les tombes se fendent tandis que des spectres rampent hors de la terre et progressent entre les pierres tombales. La terreur se répand dans le groupe, y compris chez Teal, dont l'assurance disparaît dès l'apparition des monstres. Plus loin dans le cimetière, l'énorme tête de Ghoul se dresse, une massue gigantesque à la main. Gotan charge immédiatement vers le chef avec sa hache de combat, laissant les débutants gérer seuls toute la nuée de morts-vivants inférieurs. Gotan ordonne à Teal et Paul d'avancer et d'établir une ligne de front, mais l'apparition d'autant de morts-vivants venant de directions différentes fait s'effondrer la formation presque immédiatement. La plupart de ces aventuriers n'ont jamais combattu un groupe entier de monstres, encore moins des ennemis comme les spectres. Ces créatures ressemblent à des humains mais ne ressentent aucune douleur, ne montrent aucune peur, et continuent d'avancer même après avoir subi de graves blessures. Ce spectacle fige les débutants. Sans ordre clair, chacun choisit une cible différente, se retourne constamment pour vérifier ses arrières, et expose accidentellement les angles morts de ses voisins. Elma analyse le champ de bataille et confirme que la tête de Ghoul utilise une massue ordinaire. Avec l'écart de niveau actuel, Gotan devrait pouvoir la contenir. Le véritable danger réside dans les spectres qui encerclent la ligne arrière. Si les débutants ne parviennent pas à les éliminer, ils finiront par gêner le combat de Gotan contre la cible principale. Plutôt que de blâmer les aventuriers apeurés, Elma leur donne le plan le plus simple possible. Il ordonne à tous de rester groupés, de protéger l'arrière, et d'attaquer derrière lui. Elma, lui, se portera en première ligne et attirera tous les spectres vers sa position. Plusieurs personnes protestent aussitôt. Même si Elma a de l'expérience au combat, ils estiment qu'un chevalier lourd seul face à toute une nuée de morts-vivants revient pratiquement à chercher la mort. Des attaques venant d'autant de directions devraient submerger n'importe quelle défense et dépasser la capacité de soin de n'importe quel mage de soutien. Elma n'explique pas tous les détails des mécaniques de sa classe. Il demande simplement aux autres de lui faire confiance et de signaler tout imprévu. Dégainant son épée, il quitte la formation et marche droit vers les spectres. Son armure lourde et brillante attire immédiatement les monstres les plus proches. L'un après l'autre, ils abandonnent leur cible précédente et se ruent vers lui. Le premier spectre abat son arme, mais Elma active parade, dévie la lame et brise l'attaque avant qu'elle ne touche son armure. Une autre créature charge par derrière. Elma se retourne, bloque le coup et tient sa position sans laisser passer un seul coup à travers sa défense. À mesure que davantage de spectres se rassemblent autour de lui, les aventuriers derrière gagnent enfin assez d'espace pour reformer leur formation. Une fois la nuée bien agglutinée, Elma lève son bouclier et active forteresse de riposte. Des dizaines d'armes s'abattent en même temps, mais chaque attaque est stoppée. Un instant plus tard, la force accumulée explose dans toutes les directions. Les spectres alentours sont soulevés du sol et détruits simultanément. La moitié des morts vivants disparaît en une seule contre-attaque, laissant les débutants bouche bée. Elma avait dit qu'il attirerait les ennemis, mais il a apparemment oublié de préciser qu'il comptait aussi en effacer la plupart. Elma explique que le rôle du chevalier lourd est de se tenir à la position la plus dangereuse, d'attirer autant d'ennemis que possible, et de transformer cette pression en avantage pour tout le groupe. Il continuera de tenir la première ligne, tandis que les autres n'auront qu'à éliminer les monstres qui échappent à son contrôle et à l'avertir si quelque chose change. Après avoir assisté à sa performance, la peur du groupe commence rapidement à se dissiper. Les mêmes aventuriers qui se moquaient d'Elma resserrent maintenant leur prise sur leurs armes, et commencent à coopérer au lieu d'attendre passivement que Gotan vienne les sauver. Elma se déplace entre les pierres tombales, attirant sans cesse les spectres à lui, utilisant parade pour briser leurs attaques d'ouverture, et activant forteresse de riposte une fois assez d'ennemis rassemblés. Le combat fait aussi passer son niveau de 15 à 16. Lui accordant un point de compétence supplémentaire,
et confirmant que les zones remplies d'un grand nombre d'ennemis faibles sont des environnements idéaux pour la progression d'un chevalier lourd. Les débutants ne voient plus Elma comme quelqu'un prisonnier d'un métier inutile. Il est devenu la personne la plus fiable de leur côté du champ de bataille. Lorsqu'un aventurier propose d'aller soutenir Gotan, Elma refuse immédiatement. Le niveau de la tête de Ghoul dépasse de loin celui de tous les autres membres du groupe. Ils infligeraient très peu de dégâts, et entrer dans le combat pourrait faire d'eux des obstacles. Le choix le plus sûr est de tenir leur position, d'éliminer les spectres restants et de laisser le chef à quelqu'un d'assez fort pour l'affronter correctement. De l'autre côté du cimetière, le combat de Gotan contre la tête de Ghoul fait toujours rage. L'énorme monstre charge à travers les pierres tombales, balançant ses bras et écrasant sa massue contre le sol. Gotan serre sa hache de combat, esquivant ou bloquant chaque coup en attendant une ouverture. Il finit par pivoter et porter un coup puissant qui projette la tête de Ghoul à travers le cimetière. La terre et la pierre brisée explosent dans les airs, mais le monstre ne reste au sol que brièvement avant de se remettre debout. Constatant que les spectres restants continuent d'interférer, Gotan appelle Till et Paul à les attirer ailleurs afin qu'ils puissent se concentrer entièrement sur le chef. Les deux hommes hésitent, les spectres sont trop proches de la tête de Ghoul, et avancer les placerait à portée des attaques du monstre de haut niveau. Leur assurance ne semble la plus forte que lorsqu'aucun combat réel n'est requis. Gotan refuse de tolérer leur hésitation. Il crie que des aventuriers qui refusent d'accomplir les tâches assignées feraient mieux d'oublier toute promotion. Avant que Till et Paul ne puissent bouger, Gotan charge de nouveau. Il se glisse sous l'énorme bras de la tête de Ghoul et active Brise-Rocher. La lame de la hache s'enfonce profondément dans le corps de la créature, la repoussant à travers un nuage de poussière. Elma vérifie aussitôt son état et voit que l'attaque a réduit les points de vie de la tête de Ghoul à 28 sur 79. Avec la puissance offensive de Gotan, un coup net de plus devrait mettre fin au combat. Plusieurs aventuriers à côté d'Elma se préparent à éliminer les spectres restants pour dégager un passage à Gotan. À cet instant, cependant, Elma remarque que la tête de Ghoul se comporte étrangement, et ordonne à tous de s'arrêter. Le monstre saisit soudain le spectre le plus proche, le soulève dans les airs et l'avale tout entier. Ses points de vie remontent immédiatement de 28 à 60, annulant la majeure partie des dégâts que Gotan venait d'infliger. Les aventuriers alentour paniquent, tandis qu'Elma reconnaît la compétence dévoreur de cadavres, une capacité rare permettant à une tête de Ghoul de se régénérer en consommant des cadavres ou d'autres créatures mortes vivantes. Toutes les têtes de Ghoul ne la possèdent pas, et en rencontrer une dotée de cette compétence rend la mission bien plus difficile. Malgré tout, ce n'est pas la santé restaurée qui inquiète le plus Elma. Si le monstre voulait seulement utiliser dévoreur de cadavres une fois pour prolonger le combat, il n'aurait pas rassemblé un si grand nombre de spectres. Pourtant, il continue d'attirer à lui les morts vivants restants, agissant avec une désespérance croissante, et de façon totalement différente des données du jeu dont Elma se souvient. Il ne peut déterminer exactement ce qui est sur le point de se produire, mais un monstre poussé à ses limites qui consomme soudain un grand nombre de ses semblables fait clairement plus que se soigner. Elma crie à Gotan de s'arrêter et ordonne à tous de s'éloigner de la tête de Ghoul. Gotan interprète la situation différemment. De son point de vue, le monstre vient opportunément de dévorer les spectres qui lui bloquaient le passage. Même s'il a récupéré des points de vie, il reste convaincu que quelques attaques de plus suffiront à l'achever. Ignorant l'avertissement d'Elma, Gotan resserre sa prise sur sa hache et charge. Elma lui ordonne de nouveau de reculer. À cet instant précis, la tête de Ghoul plante ses pieds dans la terre, lève les deux bras, et pousse un rugissement qui fait trembler tout le cimetière. Une énergie violette explose autour de son corps. Le sol se fend tandis que des flux de lumière s'enroulent autour de muscles qui se mettent à enfler à une vitesse anormale. Gotan est contraint de s'arrêter, tandis qu'Elma s'avance, et lève son bouclier devant les aventuriers derrière lui. La tête de Ghoul continue de grandir. Son visage se déforme, ses crocs et ses griffes s'allongent, et l'arme dans sa main est broyée par sa propre force croissante. La pression émanant de son corps fige de nouveau les débutants, qui venaient à peine de retrouver courage. Elma finit par confirmer le pire scénario possible. Le monstre ne se contente pas de récupérer. Il évolue. Une notification du système apparaît. Tête de Ghoul a évolué en tête d'aimante. Son niveau grimpe immédiatement d'environ 33 à 40. En quelques secondes seulement, l'ennemi que Gotan avait presque vaincu s'est transformé en une espèce entièrement nouvelle, dotée d'un corps plus puissant, de statistiques supérieures et de capacités que le groupe n'a pas encore eu le temps d'identifier. Après avoir dévoré chaque spectre restant, la tête de Ghoul achève son évolution. Son corps enfle dans une déferlante d'énergie violette, tandis que ses griffes et ses crocs s'allongent et que ses capacités changent totalement. Elma y reconnaît immédiatement une évolution de forme, un phénomène rare qui ne se produit que lorsque certains monstres sont poussés dans des conditions inhabituelles. Même dans Magic World, le déclencheur exact n'a jamais été pleinement compris. La seule chose qui compte maintenant, c'est que le boss presque vaincu s'est transformé en une tête d'aimante de niveau 40, et a récupéré la totalité de ses 94 points de vie. Leur malchance pourrait difficilement être pire. Tête d'aimante ne laisse au groupe aucun répit. Elle rejette la tête en arrière, rassemble une énergie bleue, et vise directement Gotan. Elma le prévient immédiatement de ne pas rester dans l'axe de l'attaque, mais le souffle est libéré avant que l'homme ne puisse s'échapper. Gotan est touché et tombe dans un état d'étourdissement. Elma appelle Till et Paul,
leur ordonnant d'utiliser la magie pour détourner l'attention de Tête Démente. Teal, qui il y a quelques instants encore suppliait qu'on le promeuve au rang E, blêmit aussitôt. Il craint qu'à l'instant où il attaquera, le monstre ne change de cible et ne l'écrase. Elma avertit que si Gotan tombe, personne d'autre dans le groupe n'a un niveau suffisant pour tenir tête à Tête Démente. Malgré tout, leur hésitation laisse filer la dernière occasion. Tête Démente comble la distance et envoie Gotan voler à travers plusieurs pierres tombales. Son corps s'écrase sur le sol de pierre, le laissant immobile et paralysé. Le monstre avance aussitôt pour achever l'adversaire le plus dangereux. Elma n'a d'autre choix que de charger, utilisant sa grande épée pour dévier le bras qui s'abat avant de se placer entre Tête Démente et Gotan. Il annonce qu'il va attirer le monstre au loin et ordonne à Teal et Paul de traîner Gotan hors de la zone de combat. Teal doit utiliser soin et guérison de paralysie pour le remettre dans la bataille. Malheureusement, le mage rouge admet qu'il n'a appris que soit. Tous les points de compétence restants ont été investis dans amélioration d'attaque. Elma ne peut cacher sa frustration. Une classe comportant trop de voies de développement est déjà difficile à construire correctement. Et pourtant Teal a abandonné un sort vital de suppression d'altération d'état, en échange d'une augmentation médiocre de dégâts. Se plaindre ne réparera cependant pas son arbre de compétences. Elma change immédiatement de plan et leur ordonne à tous deux de mettre Gotan à l'abri tout en restaurant continuellement ses points de vie. La paralysie provient du trait de chair putride paralysante de Tête Démente. Dans des circonstances normales, l'effet disparaît naturellement au bout de 3 minutes environ. Si Teal continue de soigner et que Gotan survit jusqu'à ce que son corps puisse de nouveau bouger, le groupe aura encore une chance de contre-attaquer. Le problème, c'est que 3 minutes face à un monstre de niveau 40 paraissent une éternité, et qu'une seule erreur suffira à tuer tout le monde. Elma vérifie l'état de l'ennemi. La Tête Démente de niveau 40 affiche 94 points de vie sur 94, ce qui signifie que chaque point de dégâts infligé avant son évolution a été effacé. Elma, lui, n'est que niveau 16. Avec 24 niveaux d'écart, la vaincre directement est presque impossible. Sa responsabilité n'est pas de tuer le monstre, mais de l'occuper jusqu'à ce que Gotan récupère. Les débutants terrifiés se mettent aussitôt à fuir, laissant Elma seule devant Tête Démente. Il attire le monstre plus loin du champ de bataille initial et se dissimule derrière les pierres tombales, exploitant le terrain pour gagner ne serait-ce que quelques secondes supplémentaires. Elma tente de le désorienter par un déplacement furtif et de préparer une attaque surprise. Malheureusement, c'est lui qui est surpris. Tête Démente surgit soudain derrière lui et frappe. Elma bloque avec son épée, mais la force transmise à travers la lame est écrasante. Obéissant aux lois inévitables de la physique, il est projeté en glissade sur le sol de pierre. Sa connaissance du jeu permet à Elma d'identifier les capacités et de lire les mouvements du monstre, mais le savoir ne peut effacer l'écart de statistiques. Plus le combat se prolonge, plus son endurance décline tandis que Tête Démente attaque sans relâche. Elma comprend que la défense et l'esquive seules ne suffiront pas. S'il laisse Tête Démente attaquer unilatéralement, il finira par commettre une erreur avant la fin de la paralysie de Gotan. Pour garder le monstre sous contrôle, Elma a besoin d'une attaque assez puissante pour percer sa haute défense et le forcer à hésiter. Son menu de compétences indique qu'il lui reste 5 points. Il peut les investir dans amélioration de défense ou dans escrime de base. Même si son objectif immédiat est la survie, Elma refuse de renforcer son armure. Plus de défense lui permettrait simplement d'encaisser quelques coups de plus sans changer sa position passive. Il place les 5 points dans escrime de base, portant la branche au niveau 5 et débloquant frappe écrasante. Frappe écrasante est une technique d'épée à courte portée. L'utilisateur doit pénétrer entièrement dans la garde de l'adversaire et frapper à bout portant. Parce qu'elle sacrifie la longe naturelle de l'arme, la plupart des épéistes considèrent cette compétence comme profondément défectueuse. En contrepartie, elle est cependant très efficace contre les cibles lourdement protégées. Les chevaliers lourds possèdent une attaque faible mais une défense exceptionnelle, ce qui leur permet de rester assez près pour échanger des coups en toute sécurité. Entre les mains d'Elma, frappe écrasante perd l'essentiel de sa faiblesse habituelle. Une compétence négligée par presque tous devient la réponse parfaite pour briser l'assaut unilatéral de Tête Démente. Le monstre charge à l'instant où la compétence achève de se débloquer. Elma lève son bouclier et reçoit l'attaque de plein fouet. L'impact le projette encore loin le long du chemin de pierre. Il ne peut pas neutraliser complètement la force de Tête Démente, mais dès qu'il retrouve son équilibre, Elma repart à la charge et exploite la brève ouverture entre ses attaques pour combler la distance. Frappe écrasante s'active, et le plat de son épée s'écrase sur Tête Démente à courte portée. Une seule utilisation ne peut vaincre un monstre de niveau 40, mais Elma possède enfin un moyen d'exercer une pression au lieu de simplement fuir. Il continue de bloquer avec son bouclier et son épée, étudiant chaque mouvement et guettant de brèves occasions de pénétrer sa garde. Plus Tête Démente combat, plus ses mouvements deviennent chaotiques. Les balayages de ses bras perdent progressivement en stabilité et exposent davantage d'ouverture. Elma ne peut pas être certain que frappe écrasante soit directement à l'origine de ce changement, mais il sait qu'il a retardé le monstre assez longtemps. À cet instant précis, Gotan surgit d'en haut. La paralysie a pris fin, et les points de vie maintenus par les soins de Teal lui suffisent pour revenir au combat. Resserrant sa prise sur sa grande hache, Gotan met tout ce qu'il a dans taillade tueuse de dragon et abat l'arme directement sur la tête du monstre.
Une énergie rouge déchire tout le corps de Tête Démente. Le monstre n'a pas le temps de se retourner pour répondre à l'attaque venue d'en haut. Sa forme gigantesque perd immédiatement toute force et s'effondre. Quelques secondes plus tard, Tête Démente se dissout en particules de lumière à travers le cimetière. C'est seulement alors que les aventuriers survivants osent enfin acclamer et confirmer leur victoire. L'expérience d'un monstre de niveau 40 fait passer Elma directement du niveau 16 au niveau 23. Gotan n'arrive pas à croire qu'un aventurier de rang F ait survécu au même assaut implacable qui a failli le tuer. Elma admet qu'il avait lui aussi atteint sa limite absolue. Si Gotan était revenu ne serait-ce qu'un peu plus tard, Elma aurait été le suivant à tomber. Après plusieurs secondes de silence, Gotan présente directement ses excuses à Elma. Il admet que son commandement a été négligent. Il n'a pas établi de formation claire, n'a prévu aucune réponse aux imprévus, et a traité la sécurité des débutants avec trop de légèreté. Chaque avertissement donné par Elma avant la bataille s'est révélé exact. Sans lui, pour rassembler les spectres et contenir Tête Démente, la mission de promotion aurait facilement pu tourner au massacre. Gotan lui cède ensuite l'intégralité de la récompense. Une pierre magique de niveau 40 apparaît parmi les restes du monstre. Sa taille et son éclat suffisent à révéler son énorme valeur. Immédiatement après, un bouclier rouge tombe à côté, orné d'un visage démoniaque, de 2 grandes cornes et de dents dorées. C'est un objet rare obtenu d'un monstre de niveau 40. Elma tente de donner le bouclier à Gotan, puisque c'est lui qui a porté la taillade tueuse de dragon finale. Gotan refuse immédiatement. Il a déjà déclaré que Tête Démente était l'exploit d'Elma et ne reviendra pas sur sa décision. Les informations de l'objet l'identifient comme le bouclier du démon dément, qui augmente la défense de 25 points et vaut 3 millions de G sur le marché. Gotan le veut visiblement après avoir vu le prix, mais il a déjà renoncé à ses droits et ne peut pas reprendre ses paroles. Chaque fois que le porteur bloque avec succès une attaque grâce au bouclier, le coup suivant reçoit 8 points d'attaque supplémentaires. L'effet semble presque parfaitement conçu pour le style de combat du chevalier lourd. La défense élevée d'Elma lui permet de bloquer presque toutes les attaques d'adversaires de son niveau, tandis que l'attaque ajoutée compense directement la plus grande faiblesse de la classe. Elma s'enquiert des résultats de la promotion. Gotan l'assure qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Il rapportera personnellement que refuser de promouvoir Elma au rang E serait une perte pour la guilde. Avant la mission, les responsables de la guilde avaient demandé à Gotan d'observer si Elma pouvait tricher. Le combat dans le cimetière a prouvé que ses soupçons provenaient entièrement de préjugés. Till s'approche également et demande à être promu, rappelant à Gotan que ses soins ont contribué à son retour au combat. Gotan explose aussitôt de colère. Dès qu'il a vu le monstre, Till s'est enfui comme s'il échappait à une catastrophe naturelle. Il devrait s'estimer heureux que Gotan ne l'ait pas déjà roué de coups, et pourtant il a encore le culot de réclamer une promotion. Dans un donjon, des situations bien plus dangereuses que celle-ci peuvent surgir à tout moment. Quelqu'un qui devient incapable d'agir lorsque ses compagnons ont besoin d'aide n'est pas qualifié pour accepter des missions de rang E. Après avoir quitté le cimetière sain et sauf, Elma et Gotan retournent à Rondarm et apportent le butin à la guilde des aventuriers pour accomplir les formalités officielles. L'employé de la guilde annonce une récompense si énorme qu'il ne manque plus à Elma que le nom d'un milliardaire célèbre. Gotan confirme que, pour cette seule mission, Elma a gagné plus d'argent que lui. Entendre une telle déclaration de la bouche d'un aventurier de rang D provoque aussitôt des vagues de conversation dans toute la salle. Beaucoup n'arrivent pas à croire qu'un chevalier lourd qu'ils jugeaient sans valeur soit revenu avec le butin d'un monstre de niveau 40. L'employé de la guilde demande une fois de plus à Gotan si Elma a réellement vaincu Tête de Ghoul après sa transformation. Plusieurs aventuriers évoquent l'incident précédent, où Elma était revenue avec une pierre magique bien au-delà de son niveau, et suggèrent qu'il a peut-être eu recours à un stratagème. Dans leur esprit, le chevalier lourd n'est rien de plus qu'une classe défensive inutile. Elma ne se précipite pas pour argumenter. Ces gens n'ont jamais assisté au combat et le jugent entièrement à travers leurs préjugés. Gotan refuse de laisser les accusations se poursuivre. Il demande directement si tout le monde dans la salle remet en cause l'exploit d'Elma, puis déclare que nier la contribution du garçon revient à insulter Gotan lui-même, le témoin qui a supervisé la mission et approuvé sa promotion. Personne dans la salle n'a envie d'insulter ouvertement un vétéran aussi respecté, et la conversation s'éteint aussitôt. Devant le bâtiment, Elma remercie Gotan de l'avoir soutenu. Le vieil aventurier ne lui répond que brièvement, lui disant de rester prudent avant de s'éloigner. L'objectif qui avait contraint Elma à ravaler sa fierté depuis le début est enfin atteint. Il est désormais officiellement un aventurier de rang E, et a l'autorisation d'entrer dans les donjons. Le résultat de la mission a également forcé tous ceux qui l'entourent à reconsidérer leur vision de sa classe. Forteresse de Riposte atteint son plein potentiel lorsque la défense d'Elma dépasse largement la puissance des attaques reçues. Dans les premières étapes, c'est une excellente méthode pour rassembler et détruire des groupes de monstres de bas niveau. Cependant, plus il progressera loin, plus ses adversaires deviendront puissants, et l'écart de défense se réduira progressivement. Si Elma se repose uniquement sur l'absorption des attaques et le renvoi de dégâts, il finira par atteindre une limite. Frappe écrasante lui offre une option offensive active, tandis que le bouclier du démon dément transforme chaque blocage réussi en puissance pour son attaque suivante. Malgré cela, son arbre de compétences actuel reste incomplet.
À moins de découvrir une nouvelle voie de développement, il devra passer beaucoup de temps à farmer des niveaux avant de pouvoir affronter des donjons plus dangereux. Elma se fixe donc son prochain objectif, trouver le grimoire du croc ardent, un objet rare capable de débloquer un tout nouvel arbre de compétences. Il ignore encore où le livre est caché et quelles conditions doivent être remplies pour l'obtenir. Malgré tout, chercher vaut mieux que rester immobile à attendre. D'après sa connaissance de Magic World, le chevalier lourd n'atteint sa forme complète que lorsque le serment d'armure lourde est combiné au croc ardent. À ce moment-là, la classe n'est plus simplement un mur défensif dressé devant ses compagnons. La qualifier de build offensif ne la décrirait pas non plus pleinement. Le corps entier de l'utilisateur devient une arme vivante, capable d'absorber les attaques, de les renvoyer, et d'écraser ses adversaires par une force explosive. C'est le build que le monde actuel n'a jamais découvert. La résistance d'une classe de soutien combinée aux dégâts critiques d'un tireur d'élite. Grâce au souvenir de celui qui a jadis maîtrisé Magic World, Elma peut déjà entrevoir la destination qui l'attend. Elma parcourt tout rond d'armes et visite boutique après boutique, mais il ne trouve pas un seul endroit vendant ouvertement des livres de compétences. À ce stade, il commence à soupçonner que le livre dont il a besoin est peut-être bien plus rare qu'il ne l'avait initialement pensé. Avant de poursuivre ses recherches, Elma s'arrête chez un apothicaire pour renouveler ses réserves. Il demande 3 potions de soins, et la commerçante lui annonce que le total s'élève à 72 000 pièces d'or. Le prix le fait tiquer, car les mêmes articles étaient nettement moins chers dans Magic World. Cependant, un donjon est bien le dernier endroit où l'on devrait économiser sur les médicaments, alors il paie sans discuter. Il se contente de noter mentalement que l'inflation dans ce monde est sévère. Peut-être que la guilde des aventuriers injecte bien trop d'argent dans l'économie. Après avoir acheté les potions, Elma interroge la commerçante au sujet des livres de compétences. La femme semble surprise et lui demande s'il a obtenu sa profession il y a moins d'1 an. Elma admet qu'il est encore débutant. Elle lui explique alors que la vente publique de livres de compétences est interdite. Quiconque en découvre un peut l'utiliser personnellement, mais s'il souhaite le mettre en circulation, il doit le vendre par l'intermédiaire de la guilde des aventuriers. De là, la plupart des livres sont transmis directement aux nobles ou à l'église. Elma comprend immédiatement pourquoi ses recherches n'ont rien donné. Les livres de compétences ont déjà un taux de drop extrêmement faible, et la plupart de ceux qui arrivent sur le marché sont récupérés par de puissantes organisations avant même que les aventuriers ordinaires n'aient une chance de les voir. Elma n'a aucune preuve, mais il commence à soupçonner que la maison Edvon contrôle peut-être une grande partie des livres de compétences qui circulent dans Rondarme. Remarquant qu'Elma est dans une impasse, l'apothicaire baisse la voix. Elle dit qu'il existe peut-être encore un endroit capable de l'aider. Elle sort une carte dessinée à la main et marque une boutique cachée au fond du vieux quartier. Le magasin est spécialisé dans les objets récupérés sur les corps d'aventuriers qui ne sont jamais revenus de leurs expéditions. Elma comprend immédiatement. Ce sont des biens pillés, des objets qui auraient dû être signalés à la guilde mais qui ont été discrètement détournés vers le marché noir. Elma demande pourquoi la guilde autorise ce genre de boutique à continuer d'exister. La commerçante explique que les lois entourant l'équipement récupéré sont volontairement floues. La guilde sait que des boutiques suspectes existent, mais elle choisit souvent de fermer les yeux. De nombreux aventuriers pauvres ne survivent qu'en récupérant l'équipement de ceux qui sont morts dans le donjon. Si tout passait par les canaux officiels, plus de la moitié des biens finirait entre les mains des nobles plutôt que de revenir à la famille de l'aventurier décédé. Même les livres de compétences pourraient être achetés pour presque rien et laissés inutilisés dans des entrepôts privés. Cette explication laisse Elma silencieux. Ses souvenirs de Magic World ne lui ont jamais enseigné le côté sombre de cette société. Si ses souvenirs de sa vie passée ne s'étaient jamais réveillés, et s'il était devenu le saint de l'épée que son père voulait, il aurait peut-être grandi entouré de luxe et accepté ses privilèges sans jamais se poser de questions. Il ne se serait peut-être jamais demandé combien de sang et combien de vies avaient été échangés contre les objets entreposés dans les coffres de sa famille. Avant qu'Elma ne parte, l'apothicaire lui demande de garder secret l'emplacement marqué et de ne jamais le révéler aux autorités. Il accepte immédiatement. Laissant derrière lui le quartier animé, il suit des rues qui deviennent progressivement plus étroites et plus sombres jusqu'à atteindre une minuscule boutique cachée au fond d'une ruelle déserte. Au moment où il ouvre la porte, un épais nuage de poussière blanche s'échappe et le fait tousser violemment. L'intérieur est sombre et chaotique. Des livres, des flacons, des armes et d'étranges objets magiques sont empilés en tas instables dans toute la pièce. Elma se demande encore s'il est entré dans la bonne boutique lorsqu'une vieille femme coiffée d'un large chapeau apparaît soudainement. Un seul regard sur son armure suffit pour qu'elle juge son équipement insuffisant. Elle le prévient que la boutique du grimoire en lambeaux n'est pas un endroit pour débutants. Elma ne se vante pas de ses exploits. Il lui donne simplement la réponse la plus convaincante possible, il a de l'argent. La commerçante le laisse examiner la marchandise. Le premier livre qu'Elma consulte est Tir à l'arc de base. Sa fenêtre d'information indique une valeur marchande de 2 millions de pièces d'or, alors qu'il n'en coûtait qu'environ 500 000 dans Magic World. Avant même qu'il n'ait le temps de digérer cette différence, la femme annonce que son prix est de 3 millions de pièces d'or. Vendre de la marchandise interdite pourrait entraîner une exécution si les mauvaises autorités découvraient son commerce, et apparemment ce risque s'accompagne d'un supplément très coûteux.
Elma ne possède actuellement qu'environ 900 000 pièces d'or. Même s'il vendait le bouclier du démon fou, il aurait à peine de quoi acheter un livre basique. Ce bouclier, cependant, semble presque parfaitement conçu pour sa profession. Il continue d'examiner les livres restants, dont Amélioration magique, Boîte surprise et Bouclier élémentaire. Chacun d'eux est rare, mais aucun ne correspond à son objectif immédiat. Puis Elma remarque un livre placé tout au fond de la boutique. Il a une couverture violette enveloppée de chêne, avec un symbole de griffe noire fixé sur le devant. Un seul regard suffit pour qu'il reconnaisse Croc-Ardent, la pièce manquante qu'il cherche depuis qu'il a quitté le cimetière. Toutes ses déceptions précédentes s'évanouissent. Elma peut déjà voir se dessiner dans son esprit le chemin de développement le plus puissant possible pour le chevalier lourd. Son enthousiasme ne dure que jusqu'à ce que la commerçante annonce le prix. 55 millions de pièces d'or. Même en vendant ses 2 reins, Elma n'approcherait pas cette somme. Il soupçonne un instant que la vieille femme a augmenté le prix en réalisant à quel point il a besoin de ce livre. Il se demande même comment elle se protège en exposant une marchandise aussi précieuse dans une boutique pareille. La commerçante ne semble pas inquiète et le met simplement au défi de l'attaquer. Cette réponse suffit à Elma pour comprendre que cette vieille femme n'est pas quelqu'un qu'il devrait sous-estimer. Il la supplie de ne vendre le livre à personne d'autre, en lui promettant de réunir 50 millions de pièces d'or et de revenir. La femme accepte, puis ajoute négligemment 5 millions de plus au prix. Apparemment, même les marchands du marché noir croient aux intérêts. Incapable d'acheter Croc-Ardent, Elma quitte la boutique avec un nouvel objectif, gagner 55 millions de pièces d'or. Un calcul rapide montre que cette somme représente environ 60 fois la récompense de la mission d'assaut du cimetière. Il ne peut clairement pas s'attendre à ce que des missions aussi dangereuses et lucratives se répètent, et trouver puis revendre un autre livre de compétences spécifiques demanderait une chance impossible. Elma envisage plusieurs alternatives, comme améliorer l'escrime de base ou débloquer une branche d'attaque conventionnelle afin de chasser les monstres plus efficacement seul. Il rejette rapidement ces 2 idées. Les points de compétence sont des ressources limitées. Investir dans 2 directions incompatibles diviserait sa puissance, et une fois qu'il aura enfin obtenu Croc-Ardent, chaque point dépensé dans une build temporaire pourrait devenir un fardeau irréversible. Elma refuse de ruiner toute la progression de son personnage simplement parce qu'il est impatient de gagner de l'argent. L'option la plus raisonnable est de former un groupe avec un aventurier capable de fournir la puissance offensive qui lui fait actuellement défaut. Cette idée de coopération lui rappelle Ars se portant volontaire pour servir d'appât, les nouveaux aventuriers du cimetière apprenant à se coordonner, et Gaëtan défendant ouvertement les exploits d'Elma. Après avoir été rejeté par son père et avoir perdu sa position d'héritier de Malice, Elma croyait autrefois que compter sur les autres ne créait que des occasions de trahison. C'est pourquoi il avait refusé l'invitation d'Ar et choisi de progresser seul. Ses expériences récentes, cependant, lui ont montré que tout le monde ne ressemble pas à son ancienne famille. Pour la première fois, Elma accepte sérieusement l'idée qu'un bon groupe n'est pas un fardeau. Il pourrait ouvrir une voie qu'il ne pourrait jamais parcourir seul. À cet instant, il entend des aventuriers à proximité discuter d'un butin rare. Elma regarde de l'autre côté de la rue et voit 3 personnes revenant d'un donjon. L'homme portant une épée rouge est Clean. À ses côtés se trouve Race, une voleuse, tandis que la fille habillée en bouffonne est Luce. Clean tient l'épée rouge sans, un équipement d'une valeur d'environ 2 millions de pièces d'or. Luce insiste avec excitation sur le fait que l'objet rare est apparu grâce à sa compétence. Clean rejette immédiatement cette affirmation. Leur groupe est entré de nombreuses fois dans le donjon, et un seul drop rare ne suffit pas à prouver que la capacité de Luce y soit pour quelque chose. Race est d'accord avec lui. Luce continue d'expliquer que l'efficacité de sa compétence deviendra plus claire après plusieurs expéditions supplémentaires, mais la conversation glisse rapidement vers le partage de l'argent. C'est à ce moment-là que l'attitude de ses 2 compagnons change complètement. Race demande froidement pourquoi le membre le plus faible du groupe mériterait une part de l'épée. Luce rétorque qu'elle aussi a risqué sa vie en première ligne. Elle ne demande qu'une petite somme, 200 000 pièces d'or suffirait, et elle accepterait même 100 000. Clean refuse toujours. D'après leurs statistiques de combat, il affirme que Luce ne possède aucune capacité offensive claire et passe la plupart des combats à simplement attirer l'attention des monstres. À ses yeux, cela signifie qu'elle n'apporte presque aucune valeur réelle. Ces mots laissent Luce sous le choc, car éviter les compétences offensives n'a pas entièrement été son choix. C'est Clean lui-même qui lui avait auparavant demandé de répartir ses points d'une manière qui soutenait la formation du groupe. Race admet également avoir proposé plusieurs suggestions. Maintenant que cette build ne procure plus d'avantages immédiats, tous 2 reportent l'entière responsabilité sur Luce. Ils avancent que c'est tout de même elle qui a dépensé les points, et qu'elle doit donc en assumer les conséquences. Luce leur demande s'ils ne la traitent pas de manière trop cruelle. Clean s'approche et l'accuse d'être inutile tout en réduisant sa part du butin. Il prélève exactement 100 000 pièces d'or et les jette sur la rue. Les pièces se dispersent aux pieds de Luce. Clean lui dit que c'est sa part et lui ordonne de la ramasser avant d'aller trouver du travail ailleurs. L'argent n'est plus une récompense. C'est une déclaration que leur partenariat est terminé, livré de la manière la plus humiliante possible. Luce baisse la tête et s'excuse désespérément.
Elle insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu l'intention d'être avide et se dit prête à renoncer à toute sa part de la vente de l'épée rouge sang. Elle veut seulement qu'on la laisse rester dans le groupe. Clint dit froidement que Race et lui ont fait preuve d'assez de patience. Race ajoute qu'aucun autre groupe n'accepterait quelqu'un ayant mal réparti ses points, un niveau bas et aucune capacité offensive. Tous deux tournent les talons et laissent Luce seul dans la rue, avec les pièces éparpillées à ses pieds. Elma ne s'avance pas immédiatement, car il a remarqué quelque chose d'inhabituel dans le développement de Luce. Elle n'est que de niveau 2, et le système de montée en niveau dans ce monde est extrêmement impitoyable. Pour recevoir la totalité de l'expérience, un aventurier doit vaincre un monstre de niveau égal ou supérieur au sien. Si son ensemble initial de compétences est trop faible pour vaincre un adversaire de même niveau, il ne peut pas monter de niveau. Sans monter de niveau, il ne reçoit pas de points de compétences supplémentaires pour corriger l'erreur initiale. C'est un cycle presque sans issue apparente. Luce vient d'être expulsé de son groupe et ne possède aucune compétence offensive directe. D'un point de vue ordinaire, sa carrière d'aventurière s'est déjà achevée au niveau 2. Elma, cependant, envisage une autre possibilité. Luce a répété à plusieurs reprises que l'épée rouge sang était apparue grâce à sa capacité. Un seul drop rare ne suffit pas à prouver quoi que ce soit, mais son incapacité à monter de niveau et sa confiance envers cette compétence pointent toutes deux vers une conclusion particulière. Luce possède peut-être un arbre de compétences extrêmement puissant lié à la découverte de butins rares. Une telle capacité ne procure aucun avantage immédiat en combat, si bien que les aventuriers qui jugent tout à travers les chiffres de dégâts la considéreraient naturellement comme inutile. Pour Elma, qui a besoin de 55 millions de pièces d'or pour acheter Croc Ardent, une capacité qui augmente le taux d'apparition d'objets rares vaut plus qu'un épéiste ordinaire. Clint et Race tiennent l'épée rouge sang tout en reniant la personne qui a peut-être causé son apparition. Ils croient s'être débarrassés d'un fardeau, mais ils viennent peut-être de rejeter le membre le plus précieux de leur groupe. Luce ne comprend toujours pas cela. Elle court après ses anciens compagnons, pleurant et s'excusant. Elle dit qu'elle n'a besoin d'aucun argent et veut seulement rester avec eux. Clint et Race ne s'arrêtent pas. Au moment où Luce tente à nouveau de les suivre, Elma se précipite soudainement et lui saisit la main. Ce geste inattendu l'effraie, tandis que Clint et Race se retournent, déconcertés, se demandant ce que cet étranger lourdement armuré compte faire. Elma s'explique rapidement, mais il n'offre ni compassion creuse ni tentative de la réconforter par pitié. Il regarde Luce droit dans les yeux et lui demande si elle veut former un groupe avec lui. C'est la première fois qu'Elma tend personnellement la main à quelqu'un d'autre. Son invitation vient du fait qu'il reconnaît la véritable valeur d'une profession mal comprise par le monde entier, tout comme le chevalier lourd était considéré comme inutile jusqu'à ce qu'Elma prouve le contraire. Luce ne peut pas répondre immédiatement. Son visage affiche encore la confusion de quelqu'un qui vient d'être abandonné par ses compagnons, puis invité dans un autre groupe par un parfait inconnu quelques instants plus tard à peine. Clint et Race sont tout aussi stupéfaits. Elma, cependant, est déjà certain de sa décision. Il a besoin d'argent pour acheter Croc Ardent. Il a besoin de quelqu'un capable de créer des opportunités que la seule puissance de combat ne peut pas produire. Plus important encore, il comprend ce que ça fait quand le monde entier déclare quelqu'un inutile simplement parce que personne n'a découvert la bonne façon d'utiliser ses capacités. Avant que Luce puisse comprendre ce qui se passe, Elma lui saisit la main. Non seulement il l'empêche de courir après les personnes qui viennent de l'humilier, mais il lui propose directement de former un groupe. Le butin futur sera réparti selon un ratio de 80 pour 20. Luce suppose d'abord qu'elle ne recevra que 20%, ce qui ne serait guère mieux que l'exploitation dont elle vient d'échapper. Elma précise immédiatement qu'elle recevra 80%, tandis qu'il n'en a besoin que de 20. Cette offre extraordinairement généreuse laisse Luce complètement déconcertée. Elle vient de tomber par hasard sur une opportunité extrêmement avantageuse, mais l'enthousiasme d'Elma la fait rougir et lui demander de se calmer. Personne n'a fait quoi que ce soit qui devrait le rendre aussi excité. Leur échange bruyant attire également l'attention de Clint et Race, qui se retournent et les remarquent. Clint exige de savoir qui est Elma. Elma se présente calmement et explique qu'il les a clairement entendus retirer Luce de leur groupe. S'ils n'ont plus besoin d'elle, il a l'intention de la recruter lui-même. Clint l'avertit immédiatement que Luce ne possède aucune capacité offensive fiable, ce qui lui rend extrêmement difficile de vaincre des monstres et de gagner des niveaux de façon indépendante. L'accepter serait l'équivalent de s'attacher un poids lourd à la jambe. Elma répond simplement qu'il a déjà tout pris en compte. Clint se moque ouvertement de lui et lui dit qu'il est libre d'emmener cette fille inutile. Elma lui rappelle froidement que sa permission n'a aucune importance. C'est Luce qui a le droit de décider. L'attitude inébranlable d'Elma irrite Clint, qui brandit son épée et exige de savoir quelles qualifications il possède pour parler avec une telle assurance. Elma répond qu'il est un chevalier lourd de niveau 23, un aventurier de rang E qui continue d'opérer seul. Selon la croyance commune, une classe axée sur la défense et considérée comme presque inutile ne devrait jamais être capable d'atteindre ce niveau de manière indépendante. Luce admet avec hésitation qu'elle n'est qu'au niveau 13 et craint que l'écart entre eux ne fasse d'elle à nouveau un fardeau. Elma lui dit de ne pas s'inquiéter et l'assure que tout ira bien si elle vient avec lui. L'observatrice Race comprend rapidement qu'un aventurier de rang E capable de travailler seul ne céderait pas 80% du butin sans raison,
juste pour recruter quelqu'un considéré comme faible. Elle commence à soupçonner que les capacités de Luce possèdent peut-être une réelle valeur. Clean aux cheveux roux refuse d'admettre qu'il a peut-être mal jugé la situation. Il se convainc qu'Elma a probablement été expulsée d'un autre groupe ou souhaite simplement s'approcher de Luce parce qu'il la trouve attirante. Laisser Luce partir évite également que leur groupe soit critiqué pour avoir abandonné une compagne après qu'elle a mal investi ses points de compétence. Race accepte cette explication, et les deux deviennent soudainement polis en demandant à Elma de bien prendre soin d'elle. Luce regarde Elma et baisse la tête. Elle dit qu'elle veut répondre à sa sincérité et accepte officiellement l'invitation. Elma promet qu'à partir de maintenant, ils se soutiendront mutuellement. C'est la première fois depuis que sa famille l'a rejeté qu'il a véritablement un compagnon à ses côtés. Leur nouveau groupe réunit deux classes méprisées par la société, mais toutes deux possèdent des voies de développement que presque personne ne comprend correctement. Clean refuse toujours de laisser les choses se terminer ainsi. Il désigne les 100 000 pièces d'or éparpillées sur la route, les appelle le cadeau d'adieu de Luce et lui dit de les ramasser elle-même. Elle commence instinctivement à se pencher, car c'est tout de même une somme considérable. Elma l'arrête immédiatement. Il n'acceptera pas que Clean jette de l'argent par terre et oblige Luce à se mettre à genoux pour le ramasser, comme si elle recevait l'aumône. Elle m'a dit que c'est à celui qui a éparpillé l'argent de le ramasser lui-même. Luce n'a aucune raison d'accepter quoi que ce soit de cet arrogant roux. Il l'emmène ensuite avec lui. Clean continue de se moquer d'eux, affirmant que réunir deux classes inutiles n'en rendra aucune plus précieuse. Mais dès qu'ils disparaissent de sa vue, il tombe à genoux et ramasse précipitamment chaque pièce lui-même. Race observe la scène humiliante en silence, semblant reconsidérer la qualité de la compagnie qu'elle fréquente. Elma emmène Luce dans un restaurant pour célébrer la formation de leur nouveau groupe. Elle est ravie d'avoir été invitée à profiter d'un repas aussi fastueux, mais commence rapidement à s'inquiéter que sa faible capacité de combat le déçoive. Elma explique que monter de niveau reste tout à fait possible tant qu'ils choisissent les bons monstres et utilisent une méthode adaptée à son arbre de compétences. L'imagination de Luce s'emballe immédiatement. Un aventurier de niveau 23 n'a aucune raison évidente de secourir une fille qu'il vient de rencontrer et de lui donner 80% du butin. Elle en conclut donc qu'Elma est tombée amoureuse d'elle au premier regard. Rougissant intensément, elle explique qu'il devrait commencer comme ami et laisser la relation évoluer progressivement, car elle n'est pas du genre à aller trop vite. Elma ne peut que baisser la tête vers la table et attendre que le malentendu se dissipe. Une fois que Luce a enfin fini de parler, Elma pose la question qui l'importe vraiment, possède-t-elle l'arbre de compétences fortune ? La question la sort immédiatement de sa rêverie romantique. Elma ne l'a pas recruté parce que son cœur s'est emballé dès qu'ils se sont rencontrés. Il a remarqué une capacité capable d'influencer les drops de butin, exactement l'élément manquant dont il a besoin pour gagner suffisamment d'argent pour acheter Croc Ardent. Autrement dit, Elma a calculé les avantages depuis le début. Les deux quitteront d'armes et s'enfoncent dans la forêt, où une fosse des rêves mène dans le donjon connu sous le nom de boîte à jouets de l'ange. Elma se souvient que dans Magic World, les donjons étaient des cauchemars produits par l'imagination endormie du dieu créateur Alzaro. La divinité avait autrefois créé d'innombrables dieux et mondes à partir du néant. Mais après avoir existé pendant ce qui semblait être une éternité, son esprit a progressivement perdu la raison. Les dieux nés d'Alzaro furent finalement contraints de sceller leur propre créateur. Bien que son corps reste emprisonné, ces cauchemars continuent de créer des portails qui libèrent des monstres et des créatures magiques déformées dans le monde réel. À l'approche de l'entrée, Luce ouvre volontairement tout son écran de statut pour qu'Elma puisse l'examiner. Elle décrit les informations comme terriblement embarrassantes, mais Elma l'avertit immédiatement que le statut d'un aventurier est une question de survie. Elle ne devrait jamais le révéler imprudemment à quelqu'un d'autre. Luce dit qu'elle fait confiance à Elma pour ne pas exploiter ces informations. Plus important encore, elle préfère tout lui montrer dès le début plutôt que de le laisser nourrir des attentes irréalistes, de découvrir éventuellement qu'elle est inutile, et de l'abandonner comme Clean et Race l'ont fait. Sa confession révèle que la peur d'être rejetée n'a jamais disparu. L'écran de statut identifie Luce comme une bouffonne de niveau 13. Sa vitesse est relativement élevée, mais ni son attaque ni sa défense n'est impressionnante. Sa seule capacité offensive significative est frappe au dé, une technique dont l'efficacité dépend du résultat d'un dé. À moins qu'elle n'obtienne un 6, l'attaque est trop peu fiable pour en dépendre. Entrer au combat en espérant obtenir le bon chiffre n'est guère une stratégie encourageante. Luce se blâme à nouveau d'avoir mal investi ses points de compétence. Elma lui dit de ne pas s'inquiéter, car ce dont il a besoin, c'est du pouvoir créé par leur coopération. Cette remarque l'a fait rougir et se demander s'il a peut-être encore des sentiments pour elle. Elma ne remarque rien. Ses pensées sont entièrement concentrées sur l'exploitation du donjon. Au cours de cette expédition, il a l'intention de gagner au moins 30 millions de pièces d'or tout en élevant Luce jusqu'au niveau 30. Avant qu'elle puisse se remettre de cette révélation, les deux arrivent à la fosse des rêves. Ils traversent la couche de lumière et émergent dans un vaste couloir sombre conçu comme un inquiétant théâtre de jouets. La boîte à jouets de l'ange a un niveau recommandé bien au-dessus de la force actuelle de Luce, mais Elma n'a aucune intention d'explorer les étages plus profonds ni d'affronter le boss. Ils resteront dans la zone inférieure,
choisiront des monstres qu'il peut contrer et s'appuieront sur ses connaissances de Magic World pour éviter tout danger inutile. Pour s'assurer que Luce puisse infliger des dégâts par elle-même, Elma lui a acheté un perceur de pierre de fer. La dague offre 3 points d'attaque supplémentaires, mais sa vraie valeur réside dans son effet spécial. Chaque fois qu'elle touche une cible, le calcul des dégâts ignore 15% de la défense de la cible. Tant que Luce attaque avec précision après qu'Elma a immobilisé un ennemi, chaque frappe pénétrera une partie de sa protection et lui permettra de porter elle-même le coup final. Tenir l'arme coûteuse rend Luce encore plus enthousiaste. Elle brandit le perceur de pierre de fer et promet de consacrer toutes ses forces à protéger Elma. Elma répond que protéger un compagnon est censé être sa responsabilité. À ce moment-là, un ours de patchwork de niveau 20 surgit dans le couloir. Son corps rond ressemble à un jouet en peluche, ce qui le rend adorable aux yeux de Luce. Elle découvre rapidement que son attaque atteint 20. Elma active ensuite Pas de l'ombre, une compétence acquise après le combat contre Tête Folle. En posant son pied sur l'ombre du monstre, il bloque ses mouvements. Voyant l'ennemi complètement immobile, Luce s'approche en se demandant pourquoi Elma l'a mise en garde contre des griffes et des dents alors que l'ours ne semble en posséder aucune. Au moment où elle finit de poser la question, de longues griffes émergent de sous le tissu recouvrant ses 2 bras. Sa bouche se déchire pour révéler des rangées de dents acérées, et l'ours de patchwork se jette immédiatement en avant. Elma s'interpose à temps, bloque sa morsure avec son bouclier et le fait perdre l'équilibre. Une fois l'ours à nouveau immobilisé, il appelle la bouffonne Luce à finir le reste. Luce resserre sa prise sur le perceur de pierre de fer. Lorsque quelqu'un crée les bonnes conditions pour elle, même une voie de développement considérée comme un échec peut continuer à progresser. Elma est sur le point de lui demander combien de niveaux elle a gagné quand Luce se précipite immédiatement vers le monstre vaincu. La première chose qui l'intéresse, c'est le butin. Malheureusement, le premier ours de patchwork ne laisse tomber aucun équipement. Le visage de Luce pâlit rapidement. Elle craint que Fortune n'ait aucun effet réel. Si elle ne peut pas produire d'objets rares, Elma finira peut-être par être déçue, et elle perdra à nouveau l'endroit où elle a sa place. Elma explique calmement que le but du premier monstre était la montée de niveau, pas le butin. Ne recevoir aucun drop n'a aucune importance. Un seul résultat infructueux ne peut pas prouver qu'un arbre de compétences entier est sans valeur. Plus important encore, il avait prévu de chasser de nombreux autres monstres dès le début. À ce moment-là, un autre ours de patchwork apparaît. Elma et Luce répètent immédiatement leur stratégie. Leurs mouvements deviennent de plus en plus coordonnés, l'un contrôlant l'ennemi pendant que l'autre attaque. Ils continuent de vaincre plusieurs ours de patchwork tout au long du couloir. Luce ne se tient plus à l'écart du combat par peur. Elle participe directement à chaque affrontement et gagne l'expérience par elle-même. Après la séquence de chasse, Luce appelle Elma avec enthousiasme. 2 boucliers d'ours sont tombés l'un après l'autre, valant chacun environ 200 000 pièces d'or. Tenir les 2 boucliers cache presque entièrement son corps. Elle demande joyeusement si Elma admet maintenant que l'avoir emmenée dans le donjon était la bonne décision. Elma reconnaît immédiatement qu'un tel taux de drop ne peut pas être considéré comme normal. Les boucliers d'ours ne sont pas des objets qui devraient apparaître à répétition après seulement quelques chasses. La compétence spéciale de Luce, Niaron porte-bonheur, démontre enfin sa vraie valeur. La capacité augmente sa chance de 500%. Si Luce possédait déjà une chance naturellement élevée, une telle augmentation ferait monter la probabilité d'obtenir du butin rare à un niveau anormal. L'épée rouge sang que Clean avait précédemment obtenue est peut-être aussi apparue grâce à cette capacité. Cependant, parce que son groupe voyageait avec Luce depuis le début, il s'était habitué à des drops inhabituellement fréquents et ne disposait d'aucune donnée normale pour comparaison. Dans un monde manquant d'informations fiables sur les probabilités des monstres et du butin, Clean et Race ne regardaient que les dégâts immédiats et avaient conclu que Luce était inutile. Ils ne s'étaient jamais rendu compte que la bouffonne à leur côté était la raison pour laquelle leur groupe acquérait régulièrement du matériel précieux. Luce ne peut toujours pas croire complètement au résultat. Elle demande avec hésitation si elle est véritablement utile. Elma non seulement le confirme, mais la remercie sincèrement d'avoir accepté de former un groupe avec lui. Le visage de Luce s'illumine immédiatement. Pour la première fois, sa valeur n'est pas mesurée par la désespération avec laquelle elle doit supplier quelqu'un de la laisser rester. Un compagnon l'a reconnue volontairement. Luce se méprend à nouveau et suppose qu'Elma est surtout excitée parce qu'il aime les boucliers d'ours. Elle propose immédiatement de chasser suffisamment de monstres pour en collecter 10 avant la fin de la journée. Elma doit ramener son attention sur leur véritable objectif. Leur phase de montée de niveau est terminée, et il n'y a aucune raison de continuer à chasser des ours simplement pour constituer une collection de boucliers. Quand Luce consulte enfin son écran de statut, elle découvre qu'elle est passée directement du niveau 13 au niveau 20. Les combats ont fait plus que prouver la valeur de son... Elma utilise la défense et le contrôle pour maintenir les ennemis en place, tandis que Luce inflige des dégâts et assure le coup final. Les 2 classes considérées comme sans valeur compensent parfaitement les faiblesses l'une de l'autre. Chasser des ours de patchwork n'était que de la préparation. Après avoir confirmé que Luce a atteint le niveau 20 et que Niaron porte-bonheur augmente sa chance de 500%, Elma annonce la véritable cible de leur expédition. Ils vont maintenant traquer la rana dorée,
une grenouille dont le corps entier semble avoir été recouvert d'or. En regardant les deux boucliers d'ours tomber l'un après l'autre, Elma a enfin toutes les preuves dont il a besoin concernant l'extraordinaire fortune de Luce. Sa nouvelle compagne ne se contente pas de pousser les taux de butin bien au-delà de la normale, elle a aussi ouvert exactement la voie qu'il manquait à Elma pour réunir les 55 millions de gold nécessaires à l'achat de Blazing Fan. La seule question désormais est de savoir quel monstre pourrait transformer cette chance en argent sérieux, et Elma a déjà une cible en tête, la rana dorée. Les ranas sont des monstres à l'allure de grenouilles qu'Elma côtoie depuis ses tout premiers jours dans ce monde. Dans Magic World, elles existaient en de nombreuses variantes, et la rana dorée était l'un de ces rares monstres bonus que les joueurs adoraient chasser. Son attaque et sa magie sont toutes deux faibles, et elle ne possède quasiment aucune capacité offensive significative. En contrepartie, elle offre une quantité d'expérience énorme et a une chance de faire tomber des objets extrêmement précieux. Luce a même entendu des aventuriers dire, dans les tavernes, qu'en tuer une seule pouvait suffire à vivre confortablement pendant des années. À partir de là, ça ne ressemble plus vraiment à une grenouille, mais plutôt à un portefeuille sur pattes. Elma sait que la section centrale de la boîte à jouets de l'ange comporte des zones où les ranas dorés ont plus de chances d'apparaître. Luce le met immédiatement en garde, il ne faut pas entendre le mot « doré » et croire que ce sera de l'argent facile. Le monstre est extrêmement rare, absurdement rapide, et difficile à blesser. On a déjà vu des aventuriers poursuivre une rana trop loin dans des zones dangereuses, se faire encercler par d'autres monstres, et parfois y laisser la vie. La rana elle-même ne s'intéresse pas particulièrement à la chasse aux humains. Le vrai danger vient des chasseurs eux-mêmes, tellement obsédés par l'idée de l'attraper qu'ils continuent de courir jusqu'à réaliser, en regardant autour d'eux, que la moitié du donjon les attend. C'est aussi un rappel de la différence la plus importante entre Magic World et la réalité dans laquelle vit désormais Elma. Dans le jeu, la mort pouvait être annulée. Ici, ils n'ont qu'une seule vie. Ses connaissances du jeu restent incroyablement utiles, mais repérer un monstre rare ne veut pas dire qu'il peut le poursuivre aveuglément sans penser au chemin du retour. Un butin précieux ne vaut rien s'il meurt avant de pouvoir le vendre, à moins que Luce ne prévoie de brûler l'argent en offrant d'après-coup. Une fois les statistiques de la rana dorée exposées, Luce comprend enfin pourquoi tant d'aventuriers en veulent désespérément une, et pourquoi si peu parviennent à en tuer une. Son agilité est de 67, sa défense de 200, et elle est immunisée contre les attaques élémentaires, les altérations d'état et de nombreux effets d'affaiblissement. Le perce-pierre de fer de Luce ignore 15% de la défense, mais face à une valeur de 2 cents, cela ne suffit pratiquement à rien. L'attaque tranchante d'Elma possède un effet de pénétration similaire, tandis que Mur de Contre ne peut pas actuellement renvoyer assez de dégâts pour menacer sérieusement la créature, même activée. D'un côté, un monstre plus de 2 fois plus rapide que Luce. De l'autre, un chevalier lourd réputé pour sa lenteur. Mettre Elma dans une course contre elle serait la version la moins suspense jamais écrite de la tortue et le lièvre. Luce commence à se demander s'ils ne visent pas simplement quelque chose bien au-delà de leur capacité. Elma admet n'avoir jamais entendu parler d'une compétence standard de chevalier lourd capable de percer ce problème particulier, mais la clé n'était de toute façon jamais censée être lui. C'est Luce. Au moment où Elma lui dit quelle est la personne sur qui il compte, Luce se fige. Il n'y a pas si longtemps, Klein et Rice l'a traité comme un poids mort. Maintenant, Elma place la partie la plus importante de tout le plan entre ses mains. Après ses récents gains de niveau, Luce dispose de 8 points de compétences inutilisés. Elma lui dit de tous les investir dans Cirque du Fou. Une fois la branche au niveau requis, elle débloque les 2 compétences dont ils ont besoin pour cette chasse. Luce est heureuse qu'Elma lui fasse confiance, mais elle ne parvient toujours pas à totalement étouffer le doute sur sa capacité à livrer la marchandise. Leur conversation est interrompue lorsqu'un monstre apparaît plus loin dans le couloir. Elma se place immédiatement devant elle et crée de l'espace entre eux. Ça ressemble à une boîte cadeau, sauf qu'ouvrir ce présent finirait probablement à l'hôpital. Luce demande s'ils doivent le vaincre pour gagner plus d'expérience, comme pendant l'entraînement. Elma dit non. La boîte à jouer n'est pas l'objectif du jour, et si elle est acculée, elle peut invoquer des renforts. Combattre une seule maintenant pourrait facilement se terminer avec toute une famille élargie de boîtes cadeaux meurtrières débarquant avant même que la chasse à la rana dorée ait commencé. Elma entraîne immédiatement Luce plus loin. Elle est toujours déçue d'abandonner cette expérience potentielle, et pense même qu'elle aurait pu gagner plusieurs niveaux de plus aujourd'hui, mais Elma refuse catégoriquement. Leurs niveaux actuels sont en réalité idéaux pour la chasse à la rana dorée. Ils n'expliquent pas davantage, continuent simplement d'avancer jusqu'à confirmer que rien ne les suit, puis reprend la recherche de la véritable cible. Après avoir traversé couloir après couloir sans apercevoir la moindre grenouille dorée, Luce commence à montrer des signes de fatigue. Elma lui dit que même en cherchant toute la journée, il pourrait n'en croiser que 2 tout au plus. Une fortune élevée ne signifie pas qu'un monstre naturellement rare va soudainement leur organiser un comité d'accueil. Luce paraît légèrement déçue, alors Elma lui demande de s'exprimer chaque fois qu'elle se sent incertaine ou en désaccord avec le plan. Il ne veut pas d'une compagne qui suit silencieusement chaque instruction sans jamais parler. Luce répond qu'elle est juste un peu inquiète, mais qu'elle lui fait toujours confiance. Quand Elma la remercie et lui rappelle de ne pas hésiter à exprimer ses pensées, son énergie revient immédiatement. Un instant elle marche épuisée, et l'instant d'après elle déclare que, qu'il leur faille en trouver 100 ou 1000,
elle continuera tant qu'elle aura une chance de prouver la valeur de sa fortune. Et naturellement, juste après avoir discuté à quel point ce monstre est incroyablement rare, quelque chose de doré apparaît au bout du couloir. Un corps brillant et des yeux bleus comme des joyaux entrent dans leur champ de vision. Une rana dorée vient réellement d'apparaître. La confiance de Luce disparaît instantanément, et elle commence à paniquer parce que la cible est arrivée bien plus tôt que prévu. Elma ne charge pas. Sa première instruction est simplement qu'elle respire profondément et se calme. Un seul instant de panique suffit à faire disparaître ce monstre. Une fois Luce apaisée, Elma confirme qu'elle a utilisé ses nouveaux points pour monter Cirque du Fou au niveau 10, et qu'elle a appris les 2 compétences requises par le plan. Inutile de tout rediscuter. Elma lui dit simplement de suivre la stratégie déjà convenue. Il attendra plus loin pendant que Luce fera le tour et poussera la rana vers lui. Cela semble aussi simple que de rabattre une grenouille dans un couloir, mais le comportement de fuite du monstre transforme cela en un agaçant problème de géométrie. Dès qu'un aventurier entre dans un rayon d'environ 4 mètres autour d'elle, la rana dorée s'enfuit immédiatement. Le couloir du donjon lui-même fait également environ 4 mètres de large, laissant presque aucune marge pour la dépasser normalement. C'est là que la première des nouvelles compétences de Luce devient utile. Elle active pas acrobatique, court droit sur le mur, et commence à se déplacer le long du couloir. Plutôt que d'essayer de vaincre la rana par la pure vitesse, Luce utilise le terrain pour contourner la restriction imposée par le sol. Une fois en position correcte, elle active Doppellusion. De multiples images identiques de Luce apparaissent et bloquent le passage devant. La rana dorée possède une résistance considérable aux effets de statue. Aveuglement, affaiblissement et autres ruses similaires sont presque inutiles contre elle. Doppellusion, cependant, n'a pas besoin d'infliger la moindre condition à la cible elle-même. La rana ne peut pas distinguer les illusions de la vraie Luce. En voyant toute une rangée de filles identiques bloquer sa voie de fuite, elle change immédiatement de direction et fonce droit vers Elma. Luce l'appelle pour le prévenir que la cible arrive. Amener la grenouille devant Elma ne résout que la première moitié du problème. Il compte utiliser pas de l'ombre pour l'immobiliser, mais la compétence exige qu'il pose son pied directement sur l'ombre de la cible. La rana est près de 3 fois plus rapide qu'Elma, et son ombre ne mesure que quelques centimètres. Rater d'une fraction de seconde gâcherait tout ce que Luce vient d'accomplir. Elma se rappelle que c'est son propre plan. Sa partenaire a parfaitement exécuté sa part, il ne peut donc pas maintenant être celui qui ruine tout. Il sort la pierre magique d'éléments sacrés qu'il a achetée en même temps que le perce-pierre de fer. La pierre consomme du MP pour émettre une lumière soignante, mais son effet de guérison est si faible qu'Elma n'a presque jamais eu de raison pratique de l'utiliser. Il remarque simplement que même quelque chose d'apparemment inutile peut avoir un autre usage, puis lance la pierre devant lui. Une lumière bleu-blanc jaillit à côté du chemin de la rana dorée. L'instant d'après, la raison devient évidente. Parce que la source de lumière est désormais si proche de la créature, sa minuscule ombre s'étire et s'agrandit considérablement. Elma a vraiment réfléchi plusieurs coups à l'avance malgré son air perpétuellement sérieux. Il referme la distance, plante son pied directement sur l'ombre agrandie, et active pas de l'ombre. La rana dorée, qui filait comme une flèche l'instant d'avant, se fige complètement au milieu du couloir. Luce exulte parce qu'ils l'ont enfin attrapé, mais immobiliser la rana n'a fait que transformer un problème de vitesse en problème de défense. Il leur reste à percer 200 points de défense. Elma explique qu'un coup critique inflige environ 1,5 fois les dégâts normaux, tout en ignorant 50% de la défense de la cible. Luce suppose que, puisque la rana ne peut plus bouger, Elma peut simplement viser un coup critique parfait et en finir. Elma lui dit que ce n'est pas si simple. L'attaque d'un chevalier lourd est si faible que même un coup critique de sa part n'infligerait pas assez de dégâts, et en temps normal, un coup critique n'est pas quelque chose qu'un combattant peut simplement décider de réaliser. Cela signifie que le coup de grâce revient toujours à Luce, ou plus précisément, à lancer de dés. C'est la même compétence qui faisait passer son ancienne équipe pour une blague à ses yeux, essentiellement lancer des dés au milieu d'un donjon et confier sa vie au hasard. Chaque activation produit un résultat entre 1 et 6, avec un effet différent selon le nombre. Sur le papier, cela revient à confier la stratégie de combat à la probabilité. Elma, cependant, ne se soucie que d'obtenir un 6. Quand lancer de dés tombe sur 6, l'attaque de Luce est multipliée par 1,3, et le coup devient automatiquement critique. Combiné au multiplicateur critique de 1,5, son attaque effective grimpe à environ 1,95 fois sa valeur normale. Le coup critique ignore aussi 50% de la défense, tandis que le perce-pierre de fer ajoute encore 15% de pénétration. Au total, 65% de la défense de la rana dorée est contournée, une compétence méprisée parce que dépendante de la chance, et une arme à l'apparence banale, deviennent, dans les bonnes conditions, exactement la combinaison nécessaire pour percer les défenses du monstre doré. Cette explication ramène Luce vers des souvenirs qu'elle préférerait oublier. Klein et Rice avaient regardé lancer de dés et conclu que c'était moins fiable qu'une simple attaque normale. Ils n'avaient vu que les fois où la compétence échouait à produire un résultat favorable. Ils n'avaient jamais envisagé les conditions dans lesquelles elle pouvait devenir puissante. Elma ne prétend pas que chaque compétence est forte en toute situation. Il comprend simplement qu'avoir des occasions de briller ne rend pas une chose inutile. Et en ce moment précis, la force de Luce est exactement ce dont il a besoin. Elma lui dit directement qu'il souhaite qu'elle continue à l'aider à l'avenir. Luce se fige à nouveau. Depuis qu'elle a été rejetée de son ancienne équipe,
Ce qui l'effrayait le plus n'était pas de perdre de l'argent. C'était l'idée qu'on décide, encore une fois, qu'elle n'avait aucune valeur. Elma ne la garde pas par pitié. Il a construit toute la stratégie autour de ses compétences puis lui a confié l'attaque décisive. Luce resserre sa prise sur le perce-pierre de fer et déclare que s'il attend autant d'elle, alors elle sera absolument à la hauteur. Pas de l'ombre ne peut pas retenir la cible indéfiniment. Le temps presse. Elma laisse la suite à Luce. Elle se précipite et active lancer de dés. L'indicateur de la compétence se met à tourner, les chiffres défilent l'un après l'autre, et au moment où ils en ont le plus besoin, ils s'arrêtent sur 6. Statistiquement, cela ne représente qu'environ 17% de chance sur un lancer équitable, et pourtant Luce le réussit avec désinvolture au moment où tout se joue. La bouffonne chanceuse sait décidément quand se produire. L'effet du 6 s'active, transformant lancer de dés en coup critique garanti. Luce plante le perce-pierre de fer droit dans la rana dorée. Le mur défensif qui semblait impossible à franchir est enfin brisé. Le mot « critique » s'affiche au moment de l'impact, tandis que la rana s'effondre sur place. Ce n'est pas Elma qui porte le coup final, c'est la bouffonne dont les anciens compagnons s'étaient débarrassés parce qu'ils la croyaient dépourvue de toute compétence offensive valable. Luce reste figée, à peine capable de croire qu'elle vient réellement d'y arriver. Puis la récompense d'expérience arrive. Elle passe du niveau 20 au niveau 27, tandis qu'Elma monte du niveau 23 au niveau 30. Tous deux reçoivent des gains énormes pour un seul monstre abattu. Mais le plus excitant reste encore à venir. On dit que les ranas dorées ont environ 50% de chance de laisser tomber un objet, et cette chasse produit effectivement du butin. Une fois le monstre disparu, une épée dorée se matérialise à sa place. L'épée ornementale rana scintillante. Elle confère plus 12 en attaque et a une valeur marchande d'environ 17 millions de gold. Sa description mentionne aussi que l'or de rana possède une pureté exceptionnellement élevée. Cette seule trouvaille rapproche Elma de façon spectaculaire de son objectif de 55 millions de gold. Blazing Fan semblait auparavant quelque chose qu'il pouvait voir, mais jamais atteindre. Une chasse correctement exécutée, alliant un chevalier lourd à une bouffonne, vient de leur rapporter 17 millions de gold. Plus important encore, cette chasse prouve à Luce que son arbre de compétences n'a jamais été une mauvaise blague. Pas acrobatique à surmonter la contrainte du terrain. Dopélusion à rediriger la cible. Lancer de dés à porter le coup fatal. Et le perce-pierre de fer a achevé la pénétration d'armure. Chaque élément pris isolément a ses faiblesses. Mais assemblé dans la bonne situation, il forme une stratégie complète. Voici chapitre 5, partie 8, traduit intégralement, sans marqueur de temps, avec gold à la place de G. À l'instant où l'épée ornementale scintillante de Rana tombe, Ro se fige pendant plusieurs secondes. Elle fixe l'arme ridiculement dorée entre ses mains et déclare joyeusement que gagner 1,7 million de gold en une seule chasse, c'est de l'argent facile. Elma doit freiner immédiatement. Elle oublie un zéro. L'épée vaut en réalité 17 millions de gold. Ro s'assoit aussitôt par terre, colle son visage contre l'affichage du prix et commence à compter les chiffres un par un. Plus elle avance, plus son expression se déforme. C'est probablement la première fois qu'elle tient quelque chose d'aussi précieux entre les mains. Ro serre l'épée contre elle en tremblant, comme quelqu'un qui s'accroche à l'acte de propriété d'une maison, et se met sérieusement à s'inquiéter qu'un objet d'une telle valeur puisse les faire assassiner. Peut-être qu'il devrait simplement se retirer à la campagne, élever des poissons et cultiver des légumes. Elma n'a évidemment aucune intention de laisser sa nouvelle coéquipière prendre sa retraite après un seul coup de chance. Il veut chasser une autre rana dorée avant de quitter le donjon. Cette fois, la fortune ne leur livre pas la cible en personne à domicile. Près de 3 heures s'écoulent avant qu'ils n'en croisent enfin une seconde. Ro relance à nouveau son jet de dés, mais une compétence basée sur la chance reste un pari. Être la geste chanceuse ne signifie pas qu'appuyer sur le bouton produit automatiquement ainsi à chaque fois. Sa première tentative échoue. La suivante échoue aussi. Ce n'est que lorsque le résultat requis finit par apparaître que Ro perce la défense de la rana dorée et l'achève. L'expérience afflue immédiatement. Elma passe du niveau 30 à 33, tandis que rebondit de 27 à 31. Puis le butin apparaît. Une autre épée ornementale scintillante de Rana, valant elle aussi 17 millions de gold. 2 épées, cela fait 34 millions au total. Leur fortune a explosé après une seule session de chasse. Si Klein et Rice pouvaient voir ça, ils devraient peut-être s'asseoir et rédiger une lettre d'excuse pour n'avoir jamais appris à travailler en équipe. Une fois l'euphorie du butin retombée, Elma ramène la conversation sur les rails. Ils forment désormais un groupe, donc l'argent qu'ils gagnent doit être envisagé dans une perspective de développement d'équipe à long terme. Ils ne peuvent pas tout simplement déverser tout leur argent dans le premier équipement brillant qui attire leur regard. Leurs dépenses doivent correspondre à la façon dont leurs compétences vont évoluer. Ro écoute avec un sérieux total, puis ouvre nonchalamment son écran de statut et le tend à Elma pour qu'il l'inspecte. Il lui rappelle aussitôt que le statut d'un aventurier est une information privée, une question de vie ou de mort, pas un menu de restaurant qu'on montre au premier venu. Ro, cependant, a actuellement réglé son niveau de confiance au maximum absolu. Elle dit qu'Elma est la raison pour laquelle elle a atteint ce niveau, donc c'est lui qui peut décider où va chaque futur point de compétence. Elle ajoute même que s'il finit par l'utiliser jusqu'à l'épuisement complet avant de la jeter, elle ne lui en voudra même pas. Ce genre de loyauté sonne moins comme quelque chose de sain que comme un traumatisme non résolu. Elma ne l'encourage pas du tout. Au contraire,
Il se sent coupable de l'entendre rabaisser sa propre valeur à ce point. Juste au moment où l'atmosphère commence à se stabiliser, un cri ressemblant à celui d'un enfant résonne dans le couloir. Ro se tait immédiatement et l'expression d'Elma change également. Sa première pensée va à un vagabondage. Normalement, chaque donjon possède un maître niché au plus profond de son territoire central, et les aventuriers qui veulent le défier doivent pénétrer eux-mêmes dans cette zone. Occasionnellement, cependant, un maître quitte l'endroit où il est censé rester et se met à errer dans le donjon. À ce moment-là, on parle de vagabondage. Pour les aventuriers de bas niveau, c'est essentiellement le boss qui s'ennuie chez lui et décide de parcourir les couloirs à la recherche de clients. Ruchia se souvient que le niveau recommandé pour le maître de la boîte à jouer de l'ange tourne autour de 50, et son visage se crispe immédiatement. Elma n'a absolument aucune intention de jouer avec ça. Il lui dit qu'ils vont se diriger dans la direction opposée au cri et se diriger vers la sortie. Les maîtres n'errent normalement pas jusque dans les zones les plus extérieures. Ils transportent actuellement un butin d'une valeur de 34 millions de gold. Si le boss se montre, fuir n'est pas de la lâcheté, c'est de la protection d'actifs. Malheureusement, le donjon refuse de les laisser partir tranquillement. Deux aventuriers couverts de sang surgissent soudain devant eux en titubant. L'un peut à peine marcher tandis que l'autre peine à le soutenir par l'épaule. Paniqués, ils expliquent qu'un monstre incroyablement puissant est apparu derrière eux et a attaqué tout leur groupe. La quantité de sang qui les recouvre montre clairement qu'il ne s'agissait pas d'une rencontre mineure. Elma hésite. Ce monde ressemble peut-être à Magic World, mais ce n'en est pas un. Les morts n'ont pas de bouton de réapparition. Si ces deux-là continuent à essayer de fuir seuls, ils ne survivront probablement pas, donc le plan visant à protéger le butin doit changer. Elma ordonne à Ro d'escorter les aventuriers blessés vers l'extérieur pendant que lui reste en arrière pour attirer l'attention des monstres. Ro s'y oppose immédiatement, parce que ce qui se trouve derrière eux pourrait être un maître de niveau 50. Elma ne prétend pas pouvoir gagner. Il croit seulement que si sa tâche est de gagner du temps puis de battre en retraite, il a encore une chance. Par ailleurs, attirer l'attention de l'ennemi est exactement ce qu'un chevalier lourd est censé faire. Avant qu'il ne puisse en discuter davantage, un monstre portant à la fois une épée et un instrument de musique apparaît. Elma l'examine et identifie un chevalier d'étain de niveau 40. Le premier est déjà gravement blessé, avec seulement environ 21 points de vie sur 47 restants. Voyant sa santé aussi basse, Ro veut immédiatement rester et aider à l'achever. Elma corrige un malentendu extrêmement important. Ce n'est pas le maître, ce n'est qu'un des sbires. Puis deux autres chevaliers d'étain sortent derrière lui. Trois ennemis de niveau 40 bloquent désormais complètement le couloir. Ro est encore moins disposé à laisser Elma seule et lui rappelle que c'est lui qui a dit qu'ils étaient coéquipiers. Cette fois, pourtant, Elma doit se montrer dure. Ses adversaires ne sont pas assez faibles pour qu'ils puissent se battre tout en portant une coéquipière incapable de survivre à leurs attaques. Si Ro reste dans ces conditions, elle ne fera que compliquer sa réaction. Les mots touchent directement sa peur la plus profonde, celle d'être un poids mort. Ro tombe complètement silencieuse. Finalement, elle s'excuse et aide les deux aventuriers blessés à partir, mais avant de s'enfuir, elle fait promettre à Elma de les rattraper aussi vite que possible. En regardant les trois chevaliers d'étain devant lui, Elma calcule que si c'étaient les seuls ennemis, lui et Ro pourraient probablement les vaincre ensemble. Le vrai problème, c'est que le maître lui-même ne s'est pas encore montré. Et pile à ce moment, la réponse flotte de derrière les trois soldats. Une créature bleue et grasse plane dans les airs, son corps ressemblant à un amas de chair endormie, avec un immense œil caché sur son front. Embryon maître des rêves, niveau 50. Ses points de vie ne sont que de 42, mais ce chiffre est tout aussi trompeur que son apparence. Embryon possède une défense extrêmement élevée et l'accès à une magie à longue portée. Elma comprend immédiatement que le plan initial, consistant à le distraire puis à s'enfuir, est pratiquement mort. Les chevaliers lourds sont naturellement lents. Et maintenant, il y a un lanceur à distance derrière lui capable de tirer de la magie tout le long du couloir. Tourner le dos et courir ne ferait que transformer Elma en punching ball mobile. S'il veut que Ro et les deux aventuriers blessés s'échappent vraiment, il n'a d'autre choix que de retenir Embryon ici et de le vaincre lui-même. Elma commence à analyser les mécanismes de l'ennemi surdimensionné. Le corps charnu d'Embryon est si résistant que l'attaquer directement est pratiquement inutile. Son véritable point faible est l'œil géant sur sa tête, mais cet œil se trouve au-dessus du sol et ne devient pleinement exposé qu'à certains moments. Même un combattant au corps à corps ordinaire aurait du mal à l'atteindre. Un chevalier lourd a encore moins de chance. Heureusement, le serment de l'armure lourde, ayant atteint le niveau 27, a débloqué une nouvelle compétence, le coup de bouclier. La compétence n'est pas particulièrement impressionnante en termes de dégâts bruts. Sa vraie valeur réside dans la capacité à repositionner un ennemi de force avec le bouclier. Elma la teste immédiatement sur un chevalier d'étain. La parade perturbe l'attaque à l'épée, puis le coup de bouclier projette le monstre sur le côté. Embryon possède deux sorts particulièrement dangereux, trancheur de soie et tempête de tonnerre. Mais Elma remarque que le boss flottant n'osera pas tirer imprudemment si cela risque de toucher ses propres chevaliers d'étain. Et c'est ainsi qu'Elma réquisitionne les trois soldats de l'ennemi comme couverture mobile. L'homme a apporté un bouclier et s'est mis, d'une manière ou d'une autre, à réorganiser la formation de l'équipe adverse. Une fois une marge de sécurité établie, Elma commence à s'occuper des chevaliers d'étain un par un. Au niveau 40, leur attaque est encore trop élevée pour que contre-mur fonctionne de manière fiable,
alors il revient à la même stratégie qu'il avait autrefois sauvée face à Aryan, le désarmement. La première utilisation réduit l'attaque de la cible. Puis, alors que l'effet original est encore actif, environ 47 secondes plus tard, Elma l'applique une seconde fois. Les deux affaiblissements se superposent, faisant chuter la puissance offensive du chevalier d'étain suffisamment bas pour qu'Elma satisfasse enfin la condition défensive de contre-mur. La barrière se lève, bloque complètement le coup entrant et renvoie la force. Un chevalier d'étain s'effondre immédiatement. Elma a à peine le temps de se sentir soulagée qu'Embryon régénère le soldat qu'il vient de vaincre. Génial. Apparemment, le boss dispose d'un personnel de remplacement illimité. Elma change immédiatement de priorité. Nettoyer les sbires est inutile. Il doit attaquer directement le corps principal. Il remarque qu'à chaque fois qu'Embryon prépare un sort, le large œil sur son front s'ouvre. C'est la seule fenêtre pendant laquelle son point faible est pleinement exposé. Son épée ne peut pas l'atteindre, mais Elma possède encore dans son inventaire une pierre magique d'attributaire. En y injectant du MP, elle tire une salve d'aiguilles de terre. Les dégâts ne sont pas particulièrement élevés, mais c'est actuellement la seule attaque à distance dont dispose Elma capable d'atteindre l'œil du boss. Il utilise un chevalier d'étain comme couverture, attend qu'Embryon ouvre son œil en lançant son sort, puis active la pierre. Les aiguilles de terre frappent le point faible et font chuter les points de vie du boss de 42 à environ 33. Elma se réfugie immédiatement derrière un autre chevalier d'étain pour éviter trancheur de soie et se prépare à répéter la même séquence. Si tout continue à se comporter conformément aux données de Magic World, c'est exactement le genre de problème qu'Elma apprécie. Difficile, mais régi par des règles. Lire correctement ces règles, et le casse-tête peut être résolu. Malheureusement, on est en 2026 et apparemment les monstres ont reçu une mise à jour IA. Lorsqu'Elma tente un autre coup de bouclier, les chevaliers d'étain ne réagissent plus de la même façon. Ils reconnaissent sa préparation et modifient délibérément leur réponse. Un frisson lui parcourt l'échine. Des monstres normaux dans Magic World n'auraient jamais pu apprendre à contrer une compétence de joueur aussi rapidement. Ses ennemis, cependant, se souviennent clairement de ce qu'il a déjà fait. L'IA vient de se mettre à jour en plein combat. Elma a lu le boss, et maintenant le boss commence à le lire en retour. Pire encore, Embryon se régénère rapidement. Elma estime qu'il doit encore placer la pierre de magie de terre sur l'œil environ 3 fois de plus. Plus ce combat se prolonge, plus l'avantage bascule vers les monstres. Même après avoir remarqué le comportement anormal, Elma reconstruit sa formation précédente. Son calcul est simple. Si un chevalier d'étain se trouve directement dans la ligne de tir d'Embryon, alors le boss n'utilisera pas trancheur de soie. Cette fois, cependant, cette hypothèse même se retourne contre lui. Embryon sacrifie tout simplement un de ses propres sbires. Trancheur de soie s'active immédiatement. Le temps qu'Elma réalise ce qui se passe, il est déjà trop tard. Une vague de vent vert traverse le couloir de part en part, ne laissant aucun espace pour esquiver. Elma encaisse le coup de plein fouet et se fait projeter hors de position. La formation qu'il avait soigneusement construite étape par étape s'effondre en un seul instant. Il essaie de se relever, mais sa conscience commence à s'embrouiller. Son cœur s'emballe et ses jambes refusent de produire la moindre force. Ce n'est qu'à ce moment-là que le système affiche l'avertissement, état anormal, étourdissement. Encerclé par des ennemis de niveau 40 tout en étant étourdi, il n'a même pas besoin du boss pour l'achever. Les sbires seuls suffisent à le déconnecter définitivement. Elma soupçonne que ce statut négatif pourrait être lié à sa statistique de chance désastreuse. Quand il récoltait du butin, c'est Héros qui portait toute la chance du groupe. Dès que la bouffonne chanceuse s'en va, le chevalier lourd bascule apparemment directement en mode difficile. Les chevaliers d'étain se referment lentement sur lui. L'épée de l'un d'eux s'abat directement devant Elma alors que ses jambes refusent toujours de répondre. Juste au moment où il semble sur le point d'être achevé, la lame est soudainement déviée. Ro est revenue. Elle se précipite aux côtés d'Elma, le soutient, et déclare qu'ils vont vaincre ces monstres tous les deux ensemble. Une seule personne ne suffit peut-être pas, mais maintenant les deux classes que le monde entier a rejetées comme inutiles se tiennent debout ensemble dans le même couloir. La bouffonne est revenue sur scène au moment exact où il le fallait, et la boule de chair flottante de niveau 50 n'a encore aucune idée à quel point de prétendus ratés peuvent devenir problématiques.